Yes, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici Jerry. Eh oui, les mecs, ici votre pote. Ouais, ça gaz, hein, ça gaz. Ouais, fait qu'encore une fois, gros merci à tous mes membres Patreon. Ouais, Patreon, très content de vous avoir, très content de savoir que vous êtes toujours là. Là, pour ceux qui sont abonnés à Patreon, on est début novembre. Puis pour ceux qui sont pas abonnés, le podcast va passer, il va être genre mi-décembre. Mi-décembre, fait que si vous voulez faire un beau cadeau de Noël, hein, c'est le moment d'acheter des billets pour le WhatsApp. Non, c'est pas le WhatsApp, c'est Jerry Lane, plus pour longtemps. Ouais, mon nouveau show, hein, là, crème, ça s'en vient, c'est tight. C'est tight, cette histoire-là, hein, ça roule en esti, mon âme. Donc, si vous voulez des billets, c'est au jeralain.com, Alain 2L. Et si vous voulez encourager financièrement le WhatsApp Podcast, je vous encourage à aller vous abonner à mon Patreon, hein, qui est au patreon.com, Patreon, c'est ça, .com / What's Up Podcast, tout collé ensemble, ok? Pas d'espace, pas d'apostrophe. Et ça, 2 piastres par mois pour l'audio, 3 piastres pour la vidéo. Puis vous voulez supporter encore plus avec... c'est qu'il y a? C'est correct? Ouais, Chris, elle était bien courte ta douche. Ouais. Ok. Bon, ben... Ton savon, il gosse. Mon savon gosse? Lâche-toi de me déranger, est-ce que je suis en train de tourner mon affaire, là? L'ai-tu bien dit, là, Patreon? Patreon. Tabarnak. Je me refais reprendre tout le temps, c'est bon. En tout cas, là, je chie mes intros. Fait 2 fois que je suis en train de la reprendre, tabarnak. Puis là, le monde, il me demande pourquoi mes estis d'intro sont tout le temps longs, esti. Bon, fait que si je m'en allais avec tout ça, là. Oui, What's Up Podcast? Fait que c'est ça, allez. En tout cas, je m'en crisse, là, je vais dire ça une autre fois, là. Fait que c'est ça, les dates pour... là, je sais pas pourquoi j'ai regardé à côté, la caméra est là. Mes dates pour le... Plus pour longtemps. Là, je suis toute gêné. Je sais que tu me regardes, tabarnak. Lâche de me regarder. OK. Fait que c'est ça. On start ça, la tournée, OK? C'est le 6 mars à Sainte-Thérèse, le 9 mars à Drummondville, 13 mars à ma fête à Montréal, le 15 mars à Sherbrooke, 16 mars à Valleyfield, le 20 à Québec, le 21 à Laval, le 22 à Trois-Rivières, le 28 à Saint-Georges-de-Beauce. M'en fait aller dans votre crise de coin, là. Puis le 30 à Gatineau. On termine ça dans mon coin, estimène. Ça va être cool. Et ça me semble que j'avais d'autres choses à dire. Ah oui, désolé. Désolé encore une fois. L'écran est flou durant le podcast, là, OK, là. Sorry. OK. J'étais en train de gosser après ma cam. Ouais, c'est ça. Je pense que je suis rendu à l'étape où il faut que je me pogne un technicien, là, pour ça. On dirait, je sais pas pourquoi je m'avance de même. On dirait que... genre, j'essaie de vous faire des confidences. Hein, on est à Sexe et Confidences. Aujourd'hui, nous recevons une prostituée qui a su plus qu'une herpès. Ah oui, ça, je voulais vous plugger aussi. Je vais finir par les avoir, mes crises de plug. Les parties privées. Hein, si vous voulez les parties privées, j'ai arrêté de m'avancer. Les parties privées, hein, allez sur jeralain.com. Les shows privés, après ça, je reste avec vous autres, me défoncer la gueule. Et ouais, c'est un petit show privé avec du gros party sale. Et c'est pas mal ça, là. Qui qu'on avait cette semaine? OK, on en recevait Paul Taylor, OK? Paul Taylor, c'est un Britannique, OK, qui fait de l'humour en France et qu'il a réussi à faire son petit bout de chemin. Puis là, ça roule en tabarnak, ces affaires. Non, honnêtement, c'est la pire présentation que j'ai faite d'un invité depuis. Non, je suis vraiment content. Il était de passage à Montréal parce qu'il faisait une tournée canadienne. Ça, vous allez le découvrir dans le podcast. Je le présente beaucoup mieux que ce que je viens de faire, là. C'est lui qui a fait une vidéo, La Bise, en tout cas, qu'il a mis sur YouTube, qu'en l'espace d'une semaine, ça a fait fureur, c'est devenu viral au bout. Puis là, depuis ce temps-là, il y a eu comme genre sa chaîne, il y a eu comme une chaîne de TV,
Puis, ouais, ça roule, le gars, en tout cas, il est super cool. Moi, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé parler avec lui, c'est de sa perception qu'il avait de l'humour, tu sais. Lui, il vient carrément d'un autre continent, là, tu sais. Fait que, ouais, le gars, il a bien du vécu. Il est vraiment nice. Il a bien de l'expérience, pareil. Même pour quand même une jeune carrière qu'il a, là. Fait que j'étais vraiment content. Puis surtout, un sujet que j'ai beaucoup aimé ça parler avec lui, c'est les Français, pendant longtemps, ils ont une réputation de voler des blagues. Fait que, tu sais, lui, vu qu'il est de la nouvelle génération des humoristes français, j'étais beaucoup content de savoir, de parler de ça, tu sais, c'est quoi la perception qu'il y a. Est-ce que ça nuit à la nouvelle génération? Est-ce que c'est une genre de mafia? Est-ce que, tu sais, genre, tu peux... Même si t'es au courant, tu peux pas trop en parler ou whatever quoi. Fait que, en tout cas, c'était super cool. Puis le gars, il est pas arrivé avec des gants blancs puis essayer de se faufiler à travers le sujet pour essayer d'en dire le moins possible. Non, pas pantoute. Il a vraiment embarqué puis il s'est prêté au concept. Les mecs, hein? Ouais! Fait que, sur ça, je vous dis gros merci de suivre le podcast. Puis... c'est ça, à la semaine prochaine, puis peace out tout le monde. Yeah, ciao. J'aime bien le système ici de screw top. Ah ouais, c'est pas de même. Bah, ça n'existe pas en France, ni en Angleterre. Ah ouais? Pourtant, les Anglais, on boit de la bière en tabarnak, comme vous dites. Et on n'a pas ça. C'est tellement plus simple. On se fait chier à sortir les clés, à faire à prendre les briquets, à faire ah ouais, je vais mettre mes écouteurs comme ça fait. Ok, fait que c'est vraiment des faut que tu as besoin d'un can opener là. Ouais, c'est ça. Et ben c'est pour ça que ça se vend beaucoup les tu sais, les can openers en keyring. Putain, j'arrive plus à parler français. Hey, attends une minute, je vais aller te chercher ça. Moi, j'en ai fait des WhatsApp podcasts. Ah ouais, des openers? Ouais. Yeah, bruv. Tant qu'avoir un souvenir resté du Québec. Oh yes, mate. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Puis après, les gens ils vont dire « Oh, c'est quoi ça ?» Je veux dire, c'est un podcast qui est très, très bon au Québec. C'est un Québécois. Vous allez rien comprendre, les Français, mais c'est pas bien grave. C'est bon en tabarnak. C'est bon en tabarnak. C'est un esti de bon podcast en Chris, là. Ah ouais. Cheers, by the way. Attends. Hey, ben oui. Hey, santé, mon gars. Merci. Yeah. J'aime bien le nom de la bière aussi, la belle gueule. Ouais, elle est bonne pour vrai. Elle est bonne quand même. Là. Ouais. Tu sais, ça fait... elle est rafraîchissante. Ça fait un peu différent de la Guinness, là, mais... La Guinness, c'est hardcore. Ouais? C'est... Moi, je bois ça quand j'ai rien mangé. Parce que ça me remplit un peu, ou je bois ça quand je suis sur scène aussi. Ouais. Parce que j'aime bien monter sur scène avec une bière parce que, je sais pas, pour moi, c'est un peu dans les codes du stand-up de que tout le monde boit ensemble. On partage une bière, il y a juste une personne qui parle, mais tout le monde partage une bière. Et en France, ça n'existe pas, ce truc-là. Et donc, la Guinness, je choisis ça. C'est pas bien en France, ça, de boire une bière aussi parce qu'ils boivent du vin ou... Oui, en général, dans la culture, mais pas pendant les spectacles. OK. Donc, moi, je prends une bière sur scène. En gros, pour dire aux Français, c'est bon, vous avez le droit de boire pendant le spectacle. C'est pas... Ah ouais, c'est ça, c'est autorisé. Les conventions, ça rentre pas ici. Là, c'est ça. Ici, c'est comme en Angleterre. Chez nous, on boit, c'est des bars, on fait du stand-up dans des bars, les gens ils boivent, ils arrivent 1 heure avant pour boire, et ça fait une ambiance vraiment différente. Ben, moi, mes shows, c'est ça que c'est, tu sais, comme là, je suis en train de produire le deuxième. Ouais. Puis moi, c'est ça, c'est le deuxième show. Ça, c'est le deuxième. Ouais. Le premier, ça s'appelait Blackout. OK. Parce que c'est ça qui arrivait après le show, je faisais un blackout. J'étais trop sous. Fait que, ouais, j'encourage bien le monde à boire. Mais, puis le pire, c'est que j'aurais pensé, mettons, qu'il y avait du monde fatigant, genre, tu sais, qui heckle le show durant le show. Mais finalement, non, ils sont pas mal tous bien respectueux. Ouais, je crois ici, c'est le parfait mélange entre l'Angleterre et la France en termes de... Et là, je parle juste de stand-up. Parce qu'en Angleterre, les gens
dans les soirées. J'ai jamais joué vraiment dans des soirées en Angleterre. J'ai joué mon spectacle entier, mais c'était pour les Français qui habitaient là-bas. Comme mon spectacle il est dans les 2 langues, ça c'est pas pour les Anglais. OK. Mais j'ai été voir des plateaux et j'ai été dans les salles juste pour observer l'humour là-bas. Déjà... Quand tu dis plateau, c'est une soirée? Genre? Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle en France. Ben, c'est ça, j'ai comme compris là, un peu. Là. Ouais. Bah, parce qu'il y a tellement de... En fait, il y a 2 trucs. Il y a ton one-man show, que j'aime bien cet anglicisme parce que ça veut pas dire ça en anglais. C'est a one-man show in English. Ouais. C'est du théâtre, mais à une personne. Ah, ouais. C'est pas du stand-up. C'est tu mets un personnage et t'es genre, oui, bonjour. Et c'est très théâtral, t'as pas de micro. C'est comme jouer une pièce de théâtre littéralement à une personne. C'est one-man show. En anglais, on dit stand-up. You're a stand-up show. Ouais. A stand-up show. Mais les Français, ils disent one-man show pour le stand-up. Ouais, puis mettons, pour quand t'as un nouveau show, c'est un special. Bah, ils disent ça ou c'est avec les Américains? Non, ça c'est plus les Américains qui disent ça. Okay. Les Anglais, ils vont dire solo show. Ah ouais? En Angleterre, ils disent solo show. When's your solo show? How do I watch your solo show? Ton show, ton solo show ou your 1 hour show. Mais ouais, en France, t'as les one-man show et t'as les plateaux. Je sais pas pourquoi ça s'appelle un plateau d'humour. C'est pour référence à la scène. C'est ça. C'est les plateaux. Et vous, ici, c'est quoi? C'est les soirées? Ouais, une soirée. T'as soit les open mic, les soirées rodage, qui est genre plus pour le... C'est comme la relève établie. Qui sont vraiment là pour tester des affaires. C'est pas vraiment pour les débutants ou les amateurs, là, tu sais. Ouais. Puis t'as les soirées headline, qui est plus genre... C'est des têtes d'affiche, c'est plus genre tu vas avoir moins d'humoristes, mais ils s'en viennent pas tester des blagues. Ouais. Ils s'en viennent... Ça, c'est plutôt le système américain où t'as genre une personne qui fait 10 minutes, une deuxième qui fait peut-être 15-20 et le troisième qui fait 40, un truc comme ça. C'est drette ça. OK, donc c'est drette ça. J'adore l'expression. C'est nice. Moi, j'aime ça que tu repères toutes les mots, mettons, qui te flashent. Ouais. Que je dis. Bah, j'aime ça parce que j'ai vécu... j'étais là pendant quasiment 1 an, il y a 10 ans. Et j'ai comme vous dites, j'ai tripé bien raide sur le québécois, sur le français de Québec, parce que moi, en tant qu'anglais, j'ai appris le français de France, forcément. Ouais. Et comme j'ai vécu en France un petit peu, j'étais habitué à ce français-là. Et donc, et moi, j'adore les langues. Je suis vraiment un fan de linguistique, de langue. Ouais, t'es passionné. J'ai fait mes études en langue et ça m'a. J'ai vraiment. En fait, j'ai fait les études en langue parce que je parlais déjà français et espagnol, parce que j'avais déjà vécu un peu en Espagne aussi pendant quelques années. Toi, t'étais déjà trilingue quasiment. Et donc je me suis dit, égotistiquement. Bref. Égoïsme. Je me suis dit, je vais faire une licence à l'université dans quelque chose que je connais déjà. Ouais. Et je me suis dit, ça va être facile en fait, je vais pas devoir travailler, je parle déjà les 2 langues, je vais faire français et espagnol à l'université. Sauf qu'il y a plein d'autres trucs qui viennent avec, l'histoire, la culture, la linguistique et tout ça. Et puis je me suis vraiment intéressé à comment les langues se forment, la raison pour laquelle le latin s'est séparé, les trucs comme ça. Et qu'est-ce qui est drôle, excuse de te couper, là, c'est que des fois, peut-être, tu sais, vu que tout arrive d'un nouveau continent, tu apprends une nouvelle langue, tu sais, il y a des mots que toi, que tu cherches à dire, puis moi, je risque peut-être de te reprendre, mais moi, je connais pas le français avant. Moi, j'ai une langue que j'ai fuck all maîtrisée, là, tu sais, fait que je risque de te reprendre puis de donner des mauvaises informations, fait que faut pas que tu te fies non plus à moi, okay? Je te dis déjà d'avance, moi, j'ai pas de diplôme, fait que... Fie-toi pas à moi. Non, mais c'est cool, j'adore ça, j'adore j'adore observer les différences de langue. Et par contre, ce qui était intéressant, c'est que j'ai joué à Winnipeg vendredi dernier, j'ai fait mon show. Ouais. Ça a bien été? C'était très très cool. C'est un des meilleurs shows que j'ai fait depuis 6 mois. Vraiment, il y avait une ambiance dans cette salle. Je crois que c'était lié à la salle avec le plafond hyper bas, avec des murs qui rebondissaient les rires, avec le bar au fond. Mais c'est fait pour ça, les shows d'humour. Tu sais, les grosses salles, c'est le fun, mais pas comme un spectacle plus intime. C'est ça. Et il y a une polémique là-bas avec la langue française. Donc du coup, tu sais, c'était genre, je marchais sur des coquilles d'œufs, eggshells, whatever, sans le savoir. Parce que moi, dans mon spectacle, je me moque pas mal de la langue française.
Et du coup, il y avait certaines personnes qui étaient un peu réticents. Même le show s'est hyper bien passé, tout le monde a rigolé, c'était le meilleur show. Les autres, ils se battent pour pouvoir garder leur c'est ça, j'ai reçu un message après sur Facebook qui me disait « Ouais, j'ai adoré ton show, j'ai jamais autant pleuré de rire, machin, c'était cool. » Par contre, est-ce que c'était intentionnel de genre aller dans la politique minority d'une langue et tout ça, minoritaire, de t'attaquer à une minorité linguistique? Et j'ai fait en fait c'est le même show que je fais en France et partout dans le monde quand je joue. Qu'est-ce qui était peut-être politically bizarre, tu sais? Et le mec il me fait en fait c'est ce que j'ai fait, et c'était une erreur, maintenant je le sais, c'était que je disais les Français de France. Donc eux, je les mettais dans une boîte et je disais les Canadiens francophones, voici d'autres boîtes, genre les Canadiens francophones, vous êtes plus sympas, vous êtes pas comparé aux Français qui sont cons, machin. Sauf que au Manitoba, les Franco-Manitobains, ils aiment pas être mis dans le même bateau que les Québécois. Parce que eux, leur langue a été oppressée par le gouvernement lorsqu'au Québec, vous avez réussi à garder la langue et que la province soit francophone. Et eux, non. Et donc, du coup, ils ont un peu de réticence. Ils aiment pas beaucoup les Québécois, ils aiment pas beaucoup les Européens parce que c'est genre, nous, on a réussi avec la langue. Enfin, je sais pas, il y avait un truc comme ça. Et moi, j'ai, dans certaines blagues où je vais dire, oui, en France, ils disent ça. Au Canada, vous dites ça en termes de langue française quand je me moque de la langue française et c'était de mélanger tous les Canadiens francophones dans un bucket, dans un truc. Puis toutes les mettre ensemble. Ça. Mais bon, après, ça a été parce que je suis anglais, ça s'entend que je parle bien français, donc j'ai une légitimité. J'ai pas fait ça exprès. J'ai pas fait vous les Franco-Manitobains par rapport aux Québécois, vous êtes la merde. Il peut te pardonner un peu plus rapidement. Au final, il y a personne vraiment dans le spectacle qui était genre hey, fuck you man, on parle français ici. Donc va chier tabarnak. Crime, on est déjà rendu ici dans les questions. Fait que je suis bien d'être présenté tout de suite. Fait que what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, man. Je suis super content de recevoir Paul Taylor. Comment il va, mon gars? Ça va très bien. Très bien. Ma première erreur, c'était je suis presque arrivé en retard. Parce que tu m'as donné l'adresse rue Everett et en ce moment, je reste sur rue Everett chez un pote et je me suis dit ça va être à 10 minutes à pied. C'est la même rue. Je sais que les rues sont longues, mais je me suis dit elles sont pas si longues que ça. Et à 14h moins 10, j'ai regardé mon téléphone et c'était 40 minutes à pied. Donc je suis venu en Uber et puis c'était genre je faisais ma star en arrivant en Uber. Toi tu m'attendais sur le trottoir. Genre t'es venu en Uber. Je suis en train de te dérouler le tapis là. Donc merci de m'accueillir, c'est cool. C'est bien apprécié mon gars, merci. Moi en ce moment c'est ça là, je suis en train de, ça n'a pas rapport avec nous autres là, c'est juste il y a un chat qui se promène ici là, puis moi man, je suis végétarien, OK, puis j'adore les animaux, j'haïs les humains mais j'adore les animaux. Puis, j'ai mis genre de la bouffe à l'esti de chat, puis il me fait chier parce que je veux pas qu'il soit là, mais je veux encore moins qu'il meure du froid. Puis là, j'ai mis de la bouffe, mais là, le chat, il a comme peur de moi. Ah ouais? Fait que là, il est comme pas trop sûr s'il veut pas s'approcher trop vite. Mais il y a un autre chat. Je sais pas d'où il est sorti, le calice de chat. Il est venu tout de suite manger la bouffe. Puis là, il était en train d'avoir une bataille de chats en avant de chez nous, juste pour avoir l'esti de bouffe. Puis là, je suis comme, Chris, moi, je fais ça pour sauver les animaux. Puis là, je suis en train de créer un bomb fight, là, tu sais, genre. C'est ça, en plus. Et en plus, la bouffe que eux, ils sont pas végétariens, donc tu leur donnes... J'ai acheté des whiskeys pour chat, là. C'est ça, d'accord, je pensais que t'avais un chat. Non, c'est pour les... Et les deux autres, ils appartiennent à des gens ou c'est des... J'ai aucune idée. J'ai aucune idée c'est qui. Je pense pas parce qu'ils sont maigres pis ils ont faim. Là. OK, donc c'est ils sont à veille d'attaquer du monde pour les manger, là, tu sais. L'instinct de caveman, t'es en train de ressortir de ces crises de chat, là. Fait que là, en tout cas, là, c'est pour ça que je te parle de ça, c'est que moi, je voulais pas, genre, que toi, t'arrives, pis y a une bataille de chat, pis moi, faut que je gère. Hey, salut! Non, y a pas tout le temps des chats ici, là, inquiète-toi pas, là. Fait que, en tout cas, je vais te présenter. Fait que c'est ça, pour ceux, maintenant, qui te connaissent pas de ma chaîne YouTube. Ça, toi, t'as fait fureur avec une vidéo
qui s'appelle La Bise. C'est ça, ouais. Ouais, puis c'est de même que t'es devenu connu quasiment du jour au lendemain. Ouais, c'était... tu sais, ils disent toujours... en tout cas, en anglais, on dit « overnight success », connu du jour au lendemain, que d'être connu du jour au lendemain, ça prend des années. Et c'était un peu ça dans le sens où, chronologiquement, j'ai commencé le stand-up en 2013 à Paris. Donc j'avais un autre boulot et puis comme beaucoup d'humoristes, on commence à faire ça temps partiel. Ouais. Mais pourquoi que tu t'es lancé en humour? C'était quoi les raisons? C'était... j'ai du mal à exactement trouver pourquoi, mais je sais que... Je crois que le tout début de tout, c'était quand j'avais 12 ans. J'aimais beaucoup le WWF, le catch. Ah ouais? Et j'adorais ça, je regardais ça tout le temps. Ouais. Et je m'imaginais le mec quand il descendait vers le ring et toute la foule qui est genre... Ouais! Ben, c'était un personnage. Ouais, et puis... Et quand j'étais à l'école, je me souviens que quand je descendais, genre la cour de récréation, enfin, il y avait à mon école en Angleterre, il y avait genre une passerelle avant d'arriver au locker room. Et je sais pas, je descendais là et puis dans ma tête, ça se transformait comme dans un film, tout le transformait. Et puis on dirait que, je sais pas, et donc je crois que quand j'avais 12 ans, j'avais ce besoin ou ce désir d'être aimé par des gens. Parce que comme je voyageais beaucoup et je changeais d'école souvent, genre tous les 2-3 ans, j'étais toujours le nouveau à l'école. Et je crois que j'appartenais jamais à un groupe à l'école. Et je crois que je voulais que les gens, je sais pas, je voulais de l'amour, c'est tout, je crois. Ouais. Comme beaucoup de gens qui commencent dans le stand-up. Ben, surtout quand tu passes d'une école à une autre école, c'est tout le temps à refaire, tu sais. Ben, t'es toujours le nouveau, t'es toujours, ouais, cool, machin. C'était chiant. Et après le catch, j'ai arrêté genre à 14 ans. Après, je suis passé par une période où je voulais faire des films, je voulais être réalisateur de films, c'était un peu mon truc. Donc j'ai acheté plein de DVD avec les coulisses du métier, enfin les making of, pour voir comment ça se passe. Et ensuite j'ai arrêté ça parce que je suis parti à l'université et j'ai étudié les langues. Et c'était ma dernière année d'université où ça a vraiment commencé. Je me dis, le stand-up, c'est peut-être un truc. Parce que j'ai commencé à binge-watch énormément de stand-up en Angleterre. À la télé anglaise et tout ça. C'était qui que t'aimais bien? Le premier que j'ai commencé vraiment à binge-watch, c'est un mec qui s'appelle Lee Evans. C'est un Britannique qui a énormément d'énergie sur scène. Il saute partout, il transpire tout le temps. Donc j'ai vraiment commencé à regarder lui. Il y a un autre qui s'appelle Michael McIntyre, qui est un humoriste plus observationnel, plus calme, mais il a vraiment des bons sketchs sur l'observation de trucs de tous les jours, le vrai stand-up. Des crises de bonne line. Ouais. Et ça m'a donné envie parce que je les voyais dans des gros stades de 20 000 places, parce qu'en Angleterre, les grands, ils jouent dans un centre Bell, mais ils font la tournée des centres Bell en Angleterre, c'est des arenas, ça s'appelle, c'est 15-20 000 places. Et donc quand ils captent leur spectacle, c'est bon le résultat que ça donne? J'ai jamais été voir de l'humour comme ça. Ouais. Non, c'est pas vrai. J'ai été l'année dernière, ou il y a 2 ans, aller voir Louis C.K. à Londres, dans un truc qui s'appelle Wembley Arena. C'est 20 000 places. En gros, ce qui se passe quand t'es spectateur, et nous on était assez proches, mais quand t'es assez proche, t'es quand même à 200 mètres physiquement de la personne. En fait, ce que t'es en train de regarder, c'est un DVD en live avec 15 000 autres personnes. Donc l'expérience est quand même fou, parce que c'est rare que tu regardes l'humour. Quand tu regardes sur Netflix, t'es tout seul ou avec quelqu'un à côté de toi ou à la télé. Mais quand t'as 15 000 personnes qui regardent la même chose, oui, le mec, tu le vois un tout petit comme ça, mais tu le vois en grand sur les grands écrans. Moi, j'ai été voir Bill Burr à Ottawa, à l'Arena TD ou en affaire de même. Il y avait 25 000 personnes. Puis au début, moi, j'étais comme, est-ce que ça va être mal? Moi, j'étais allé là toute seule. En plus, je me souviens qu'il acheté un billet. Moi, je m'en fous, j'étais un gros fan de Bill Burr. C'est mon humoriste préféré. Moi, je capote. Lui puis Doug Stanhope, là, c'est mes gros mes gros idoles, là, tu sais. Puis là, ça, moi, je m'en vais là. Puis vu que je suis pauvre, tu sais, je peux pas bien m'acheter d'alcool. Fait que, tu sais, je suis là, mais en même temps, je m'en profiter du spectacle. Mais moi, l'affaire, j'ai oublié, c'est que je suis agoraphobe. Quand il y a bien du monde, j'aime pas ça. Oh, shit. Fait que là, puis en plus, tu sais, moi, je parle pas anglais, je parle que français, puis je suis capable de comprendre qu'est-ce que Bill Burr dit parce que je l'ai tellement écouté, tu sais, à longue, j'ai réussi à comprendre sa façon de lui de parler. Fait que là, puis là, moi, je suis comme, est-ce que c'est bon? Puis là, j'ai peur de parler en français parce que j'ai peur que le monde en l'entour fasse comme, c'est pas un de nous autres! fait que là, je viens comme semi-paranoïaque. Fait que j'ai pas pu profiter pantoute du spectacle. T'as été voir quand?
C'était, je pense, v'là 2 ans, c'était le spectacle Walk Your Way Out. Ah, ok. Moi, je l'ai vu cette année-là, à Londres. Ouais. Y avait-tu le number de transgender? Je me souviens plus. Parce qu'il l'a enlevé du show. Il y avait transgender qui parlait de Caitlyn Jenner. Là. Ah, ok. C'est-tu elle? Non. Celle qui est devenue un homme, qui était Bruce Jenner. Ouais, c'est Caitlyn, c'est ça? Caitlyn Jenner, peut-être. Ouais. Je suis pas ces affaires vraiment. Parce que moi non plus. Je m'accalisse. Mais ouais, je l'ai vu à Londres là, cette année et c'était son nouveau qui n'est pas encore enregistré. Mais où il parle de son enfant, il parle d'avoir son enfant. Et c'est vraiment fucking bon. Et si tu es vraiment fan de lui, tu verras ce nouveau, c'est émotionnel. C'est genre, tu t'as jamais vu Bill Burr comme ça sur scène. Et c'est juste un autre niveau de. Tu fais. Ça, limite, t'as envie de pleurer. À des moments, tu fais oh man, c'est vraiment, vraiment très, très cool. Je te spoil rien parce que je me souviens plus du show, mais. Mais je me souviens que c'était vraiment. Je suis sorti de là, genre, wow, le cul. Genre, why am I doing this? Mais qu'est-ce que je fous, moi, à faire de l'humour quand t'as c'est ça, comme ça. Puis là, tu la regardes, tu fais, qu'est-ce que je suis rien, moi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais tabarnak. Ah ouais. Mais tu sais, Bill Burr, il est reconnu, genre, pour être le dude qui voulait pas avoir d'enfant, puis comme, qu'est-ce que tu fais te marier. Puis là, il est rendu dans cette routine-là, là, tu sais. Fait que. J'ai écouté son podcast pendant longtemps, mais j'ai arrêté. Parce que j'ai pas eu le temps, mais pendant 1 an, je suivais son podcast, genre les 2 fois par semaine, qui sort le truc où il parle de sa vie. Mais c'était beaucoup. Enfin, il parle énormément de sport américain et moi, je suis perdu. Ouais, c'est ça le style d'affaires. Moi, tout, c'est ça qui arrive, tu sais. C'est pour ça que j'embarque moins, parce qu'il m'a amené pendant 20 minutes, il va te parler des Patriots. Tu sais, genre. Ouais. Moi, j'ai aucune idée. Mais je m'en calisse des Patriots. Et en plus, moi, je connais même pas le sport, je sais même pas comment ça se passe. Je devine. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme je l'aime bien, je finis par taper. Quand il dit ouais, il y a un mec qui a fait ça, je le tape sur YouTube et puis je regarde le clip pour être au courant de ce qui se passe. Mais j'ai arrêté d'écouter son podcast, mais j'ai écouté les podcasts après le show que j'ai fait à Londres, enfin que lui il a fait à Londres. Ouais. Parce que je voulais voir son avis sur le show. Et pour lui, le show était excellent et ça s'est bien passé. J'étais intéressé juste pour voir. Parce que moi, je fais ça sur ma chaîne YouTube. Je fais des vlogs où je montre les coulisses du métier. Donc, c'est les behind the scenes de ce que c'est d'être un humoriste. Et donc, je ramène ma caméra un peu partout quand je joue, quand je fais des trucs pour dire voilà comment je me sens, voilà comment ça s'est passé, des trucs comme ça. Donc, parce que moi, j'aurais aimé avoir ça quand j'étais débutant, de voir quelqu'un qui montre le vrai métier. Parce que les gens, ils se font des idées sur ce qu'on fait dans la vie. Mais puis c'est ça qui pogne aussi la story, là, le live, là, le quotidien. Là, le monde, il rentre dans ta vie quasiment. Là, ouais. Donc, je l'ai écouté un peu après ça. Donc je regardais ces gens-là quand j'étais à l'université. Et donc, j'ai fait quelques scènes ouvertes à Londres quand j'étais à l'université avant de déménager, en France. Je fais 7-8 scènes ouvertes où j'ai pas mal mangé de la merde, mais c'était cool, ça m'a donné envie. Et après, j'ai déménagé en France et ça a pris 3 ans pour que je monte sur scène en France, vraiment. Mais ça, toi, t'étais genre formateur pour Apple dans c'est ça. Ouais, j'étais pas encore. Quand j'ai déménagé en France, oui. Ok, c'est quand t'as déménagé en France que là c'est ça. Avant, je travaillais juste dans les magasins. Ok. Et ensuite, j'ai déménagé en France et je suis devenu formateur des employés. Donc les nouveaux employés qui embarquaient dans la boîte, dans les nouveaux magasins, je m'occupais de leur formation. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans quand j'étais en France. Donc c'était un bon boulot qui était bien payé. J'avais des avantages, je voyageais le monde, c'était cool. J'avais 23 ans, donc c'était vraiment genre wow. Chris, à 23 ans. À 23 ans, t'as un boulot dans une compagnie comme ça qui te fait voyager classe affaires de Paris à San Francisco. Tu fais this is the life, man, c'est cool. Ah ouais, est-ce que j'ai réussi? Ouais, mais comme tout dans la vie, je me suis habitué. J'ai fini par pas apprécier le fait que je faisais ça en fait. Et c'est devenu redondant ou c'était pas redondant. Oui, un peu, mais c'était juste je sais pas, je me suis dit il manquait le côté créatif ou... oui, un peu, mais il y avait pas vraiment de point négatif. J'aimais ça, mais je me suis dit
j'ai envie de réessayer de monter sur scène pour voir ce que ça donne. Ah, OK. Parce que j'ai envie de le faire et voir ce que ça donne. Et j'ai commencé, donc j'ai fait les deux pendant 2 ans et demi, temps partiel sur scène, temps partiel les soirs, Ouais. quand j'étais à Paris. Et comme je voyageais beaucoup, j'avais la chance de jouer là où Apple m'emmenait. Donc j'ai joué plein de fois aux États-Unis dans des endroits perdus, dans des open mic Fait que perdus. toi, n'importe où, tu faisais, hey, as-tu un petit 5 minutes pour moi? Bah, Puis, je tapais Open Mic Night, genre Shanghai. J'ai eu la chance d'aller une semaine à Shanghai avec Apple. Je tapais Open Mic Night C'est en Shanghai. Chine, ça? Ouais. Et j'ai trouvé une scène ouverte anglaise en Chine, à Shanghai. Et j'ai joué 10 minutes, c'était cool. Et donc, au bout de 2 ans et demi, je me suis dit, ok, je crois que je peux faire un truc ici. Je crois qu'il y a un truc. C'est quand même nice que, tu sais, un open micer joue all around the world. Tu sais, genre... C'est ça, tu fais des open mics all around the world. C'est ça. Ma première Mais tu sais, année... c'est la version pourrie. Genre... Ouais. Où tu payes toi-même le trajet. Ouais, c'est ça. T'es pas payé pour faire les shows, mais... C'est ça. Tu joues partout dans le monde. Ouais. Ça sonne, tu sais, parce que nous autres, ben, en tout cas, tous les humoristes qui commencent, tu sais, ils ont quasiment fait 2 shows dans leur vie, puis ils se calent déjà humoristes, puis t'es comme, ta gueule, là, si t'as rien vécu, là, sacrément, là. Puis là, tu sais, mais toi, tu pourrais encore plus le faire comme, moi, je suis pas un humoriste, mais je joue faire la tournée mondiale. Je joue partout dans le monde. Le gars, il y a 20 shows en arrière de la cravate. Bah, c'est sûr que à la fin de 2013, parce que j'enregistrais pas mal. T'avais-tu un 5 minutes de tête ou Ouais, j'avais 10 minutes qui fonctionnaient assez bien. Ah, ok, ça c'est cool au moins. Et ce que j'ai fait dans cette année-là, je me suis filmé partout. Et à la fin de l'année, j'ai fait genre un recap. Tu sais, genre ma première année d'humour. Comme une tournée. En 10 minutes, ouais. Donc j'ai lancé le truc. Et le début, en fait, je me suis inspiré de Chris Rock dans un special, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais où il coupe entre genre New York. Cape Town en Afrique du Sud et Londres, il me semble. Okay. Et au milieu de sa phrase, ça coupe. Et il change de vêtements parce que ça coupe vers l'autre public. Et c'est vraiment coupé. C'est le même show 3 fois, mais et je me suis inspiré de ça, de faire mes 10 minutes coupées dans les différentes villes où j'ai joué. Ouais. Donc en 2013, j'ai fait exactement ça. J'étais une merde. Et j'ai fait hey, check, fucking world tour, man. Ouais. Il fait son big shot, là. C'est ça. Avec un gros crise de cigare dans la gueule. Et mon whisky dans l'autre. Non, ma belle gueule dans l'autre. Ouais, oui. Mais donc c'était ça. J'ai fait 2 ans et demi de scène ouverte, de plateau en France, principalement en anglais et un peu en français aussi. Mais en français, j'avais du mal à trouver mon truc parce que comme je sonne comme un français, quand je jouais en anglais en France, j'étais Hi, I'm English and you French people are fucking idiots. Et voici pourquoi, tu vois. Ouais. Et là, c'est c'est normal parce que ça s'entend que je suis anglais, donc il n'y a pas de problème. Ouais. Mais quand je montais en français, j'étais genre, ouais, les Français, vous êtes un peu cons parce que vous faites ça, j'ai rien compris, je suis anglais, et puis nous, on fait ça. Tu sais, et le public, c'était genre, mais t'es qui, toi? Ouais. Parce que t'es pas anglais vu ta voix. Tu te la racontes, t'es quoi? T'es un Français qui parle bien anglais, qui se la pète un peu. C'est quoi le ton délire? Ah ouais, il cachait pas c'est ça, le et j'avais vraiment du mal à m'installer en français. Donc, ce que j'ai fini par faire, le seul truc que j'ai fini par trouver qui fonctionnait bien, c'était de commencer mes 10 minutes avec un faux accent britannique où je monte sur scène et je suis là, hello, yes, France, bonsoir, fuck you, je m'appelle Paul, je viens de l'Angleterre, les Français, vous êtes vraiment des connards parce que vous. Et là, ça marchait de ouf. Ça vraiment, c'était genre, zoom, direct, je voyais le résultat. Et donc, pendant longtemps, pendant 2 ans, je faisais ça quand je faisais des plateaux. Et même des trucs qui sont enregistrés à la télé. L'année dernière, je faisais ça parce que en France, je dirais que je suis moyennement connu dans le sens où mon programme télé qui s'est retrouvé sur YouTube avait pas mal de succès. Donc, les Français, ils me connaissent. Donc, maintenant, quand je fais des scènes en France, je monte comme ça parce que les gens, ils savent déjà qu'ils sont « Ok, cool, c'est l'anglais ». Okay. Et la crédibilité est déjà là. T'as plus besoin de reprendre cet accent-là? C'est ça, ouais. Okay. Je le fais pour rigoler des fois. Pas au début, mais pas comme si j'étais anglais. Je me moque des Anglais qui parlent français. Pas pour te présenter. Là, ouais, non. Et donc, c'est pour ça que je jouais plus en anglais qu'en français. Et à un moment donné, quand j'ai dit « Ok, cool, je vais essayer de faire ça à temps plein », je démissionne de mon boulot chez Apple, mai 2015. Puis là, c'est ça. Puis là, à quel point, mettons,
T'étais pas encore connu à ce moment-là. Là. Non. Zéro. T'avais juste trouvé un personnage, puis ça commençait à bien aller. Ouais. Tu t'étais rodé, puis Ouais. tu commençais à avoir du bon matériel. Puis... Ouais, je savais pas combien de temps. Ça faisait 2 ans et demi que je montais sur scène, donc c'est très peu. Mhm. Et je me suis dit, ok, cool, j'ai peut-être 20 minutes, je sais pas, mais j'ai envie de faire ça de ma vie. Donc, Ouais. je sais que ce qu'il faut faire, il faut que je démissionne, il faut que je me donne à 100%, il faut que je joue tous les jours que je peux. Il faut juste que j'aille traîner dans tous les comedy clubs partout, juste trouver des slots. Puis il y et a quand même bien des soirées à Paris. il y en a, mais moins qu'ici. Ah ouais? Mais la différence, c'est que ici, enfin de ce que j'ai vécu là le mois que je suis là, désolé, j'ai perdu ma voix, j'ai crié trop sur scène hier soir. C'est que même s'il y a plus de soirées ici, il y a plus d'humoristes. Donc t'as moins de la police. Tu peux moins jouer des scènes. Tu peux pas jouer 2 fois la même scène une semaine après l'autre. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai eu la chance que les gens ils me bookent sur des scènes ici, mais j'ai jamais joué une scène 2 fois ici. J'ai joué une fois chaque truc, en gros. Mais personne m'a réinvité pour jouer. Ah ouais. Mais t'as pas joué au bordel? Tu sais, la soirée régulière? Là? Je l'ai fait le mardi-mercredi il y a 2 semaines. OK. Donc ça, c'était cool. Ça, c'est le seul que j'ai fait 2 fois. Ouais, celle-là, tu pourras refaire tout le temps la même astuce d'affaires pendant toutes les fois que tu vas là. Sauf l'open mic, là. L'open mic, qui est le show à 22h. Ouais. C'est celle-là, par exemple, c'est plus des habitués qui vont là. Ouais. Mais c'est ça, ouais, il y a ce truc, le truc que j'ai marqué ici, et je sais pas à quel point c'est dans vos têtes et dans quel point c'est la réalité. C'est ce truc de cette paranoïa, ce truc paranoïaque de il faut que j'écrive des nouveaux trucs parce qu'il y a des gens dans la salle qui m'ont déjà vu. Ah ouais. Quand t'es présentateur, je comprends, parce que si c'est des gens qui reviennent, mais à chaque fois que t'animes la soirée. Ouais, mais même quand t'animes la soirée, j'étais au Jockey, j'étais au Brouhaha, j'étais quoi d'autre, putain, j'ai oublié toutes les noms, le medley, les trucs comme ça. Ouais. Les gens qui disent ouais, est-ce qu'il y a des réguliers dans la salle, ils sont sur 60, ils sont 10. Ouais. Et sur les 10, ils sont peut-être venus 3 fois en 1 an. Tu vois ce que je veux dire? Et je crois que c'est et moi I relate, je m'identifie avec tout ce que vous êtes là, genre ouais putain, les gens ils m'ont déjà vu, donc je peux pas refaire le même numéro. Si tu refais le même numéro, il y a une personne dans la salle peut-être qui a vu ce que t'as fait, et rien que ça c'est genre fuck, il faut que j'écrive des nouveaux trucs. Et ce qui est intéressant en France, c'est que c'est limite la mentalité inverse. OK. C'est je m'en fous en fait. Et il y a des bons côtés et des mauvais côtés des 2 côtés. Parce que le bon truc que vous avez, c'est genre fuck, il faut que je me renouvelle. Donc vous êtes toujours en train de réécrire des nouveaux trucs tout le temps. Du nouveau, ouais. Le bon côté avec le côté français, c'est que comme tu rejoues ton même numéro 50 fois, il vient tight, mais et tu développes ta voix. Et j'en parlais avec mon pote Rolly. Rolly Assal. Ouais, Rolly Assal, nous on se connaît depuis Apple, on travaillait ensemble chez Apple ici. C'est de là que vous êtes connus. On s'est connus au Carrefour Laval, voilà, c'était notre lieu de rencontre. Carrefour Laval, tabarnak. À ce moment-là, pendant que le monde écoute ça, il y a plein de monde qui ont parti à rire. Ça, je le garantis. Ils ont fait bah c'est ça. Moi j'ai déménagé de Londres et je suis parti à Laval. Donc c'était une belle expérience. Pas juste Laval, c'est le Carrefour Laval. Ouais, spécifiquement le Carrefour Laval. C'est le QG des douchebags. Là, genre. Fait que c'est ça. Qui s'appelle Kevin. La fight à Kevin, esti. Donc, je me rappelle. Oui, donc j'en parlais avec lui parce que lui, forcément, il est ici, donc lui, il est dans ce circuit de t'écris des nouveaux trucs tout le temps, et à chaque fois que je le vois, quand il vient à Paris, en tout cas, il fait des trucs nouveaux. Mais pour moi, lui, c'est quelqu'un qui n'a pas encore trouvé sa voix sur scène. Il sait pas il a un truc, et je sais parce que c'est un des mecs les plus marrants que je connaisse dans la vraie vie. Donc je sais qu'il va devenir vraiment bon. Puis tu l'aurais pas pris sur ta première partie. Ouais, lui il fait ma première partie à Paris et ici. Ben, toute ta tournée canadienne, quasiment. Ouais. Et
je sais qu'il a quelque chose et je sais qu'il a juste besoin de temps sur scène pour trouver ça. Mais si on se renouvelle tout le temps, j'ai l'impression que tu trouves jamais ta voix parce que tu t'écris. Et à Paris, on a la même chose. Excuse. T'en as bien. Yeah. Ouais. À Paris, on a le truc où il y a des open micers anglophones. Ils font des open mic genre les mercredis à 19h ou un truc comme ça. Et à chaque fois, ils font des trucs différents. Parce qu'en gros, ils jouent que devant eux-mêmes et peut-être 3 personnes du public. Ouais, c'est ça. C'est pas la même game que nos open mic à nous autres, ça a l'air. Ouais. Nous autres, ça n'a pas rapport. La salle est tout le temps pleine. Ouais. À Paris aussi, mais en français. En anglais, à Paris, c'est ça où la salle est vide. Mais eux, ils font des nouveaux trucs chaque semaine. Mais le problème, c'est que quand ils font des nouveaux trucs, ils n'ont jamais vraiment aller jusqu'au bout de leur sketch. Et donc, ils font un truc sur la bière, machin, et ça rit pas. Mais la semaine prochaine, ils recommencent un nouveau truc. Ils donnent pas la chance, le temps de des blagues à venir. À l'idée de développer puis de faire. C'est ça. Où c'est que je voulais aller avec cette idée-là? Pourquoi que ça n'a pas fonctionné? Là, et donc, il y a ce truc-là. Et moi, en tout cas, ce que j'ai remarqué ici en un mois, c'est que oui, il y a des gens qui reviennent, il y a des habitués qui reviennent aux soirées, mais pas tant que ça. Pas tant que ça qu'il faut constamment écrire des nouveaux trucs sans vraiment prendre un truc et faire... Tu sais, Sugar Sammy, pour moi, c'est l'exemple parfait de ça. C'est que là, en ce moment, à Paris, il fait des blagues que je connais d'il y a 10 ans. Quand Rowley m'a parlé de lui, parce que comme j'ai décidé en France de faire mon spectacle dans les 2 langues, il m'a dit, est-ce que tu connais un gars qui s'appelle Sugar Sammy? Je dis non. Il m'a dit, c'est un mec qui a fait exactement la même chose à Montréal. Il a fait son show en bilingue. Je dis ok, cool, je vais voir qui c'est. Et son show n'était pas disponible, mais il y avait des clips de lui dans un show de Russell Peters, genre en 2005, où les blagues, elles sont pareilles maintenant à Paris, dans son show à Paris. Mais elles sont tellement plus tight et ça fonctionne tellement mieux. Ouais, c'est ça. Et donc, je me dis... La façon qu'ils sont livrés aussi. Ouais, c'est ça. C'est juste l'intonation, c'est un autre texte, c'est ça quasiment. Et c'est ça que je disais à Rowley aussi, c'est que le problème... Si on se renouvelle tout le temps, on se concentre sur les mots et sur la punchline et sur comment est-ce que je dis ce mot-là avant ce mot-là. Mais si c'est la 100e fois que tu fais le même texte, le texte, tu l'oublies. C'est de l'automatique. Et ce que tu te concentres après, c'est sur tes mouvements et sur comment tu le dis et tout ça. Et tu peux pas... En tout cas, c'était personnel, c'est ce que je lui dis à chaque fois, c'est mon avis parce que c'est ce que j'ai vécu moi. C'était que quand j'ai commencé à faire le même bout toutes les semaines, genre 5 fois, dans des soirées différentes, et tant pis si 2 personnes avaient déjà vu, ils adorent. Même s'ils revoient le truc, limite, ils ramènent des gens, ils disent « J'ai envie de voir ce mec, j'ai envie de te montrer ce mec parce qu'il fait un sketch sur la bise. » Si après, je fais pas le sketch sur la bise, la personne est genre « Ah, tabarnak, j'ai ramené ma pote exprès à cette soirée pour te voir faire la bise. » Bref. Et mais t'as raison, parce que, tu sais, moi, ça, je me retrouve un peu avec le même problème, là, comme tu dis. C'est que, tu sais, moi, là, je fais un nouveau show, mais le show que j'étais en train de faire, Blackout, ben celui que j'ai terminé. Mais là, je le connaissais par cœur, les gags, je savais qu'il était bon, mais je commençais à m'amuser dedans, dans la façon de le jouer, dans les intonations, de comment bouger. Puis à chaque fois, le show était... Le show, c'était, je disais la même affaire, mais jamais de la même façon. Fait que ça revenait à jamais être vraiment le même show. Fait que, tu sais, même Mike Ward, il me le disait, qu'il me disait que c'était absurde. Chris, que tu fais un show, il y a juste 2000 personnes qui le voient, t'en écris déjà un autre. Là, mais, et ça, cette opinion-là, je l'ai eue aussi un peu grâce à Kevin Hart. J'ai lu un article, une interview avec un site web d'humour en Angleterre qui s'appelle Chortle. C'est un peu là où tous les humoristes, enfin tout ce qui est humour est centré sur ce site web. Il y avait une interview de Kevin Hart et lui il disait moi ce qui me fait de la peine, c'est que je vois des open micers, ils parlent aux États-Unis, qui se renouvellent tout le temps. Dis arrête de te renouveler parce que t'es pas encore marrant. Faut que tu prennes ton truc et que tu le fasses 50 000 fois le même bout. Et en faisant ça, c'est là où tu vas trouver ta voix. Et une fois que tu as trouvé ta voix, là, tu peux écrire tout ce que tu veux de nouveau parce que tout ce qui va rentrer, ça va passer par le filtre de ton personnage. Mais si tu n'as pas encore trouvé ton personnage, c'est juste... Ouais, l'autre jour, j'étais au IGA et j'ai remarqué que... ils vendent pas du thé Tetley's, ils vendent du thé... Tu sais, et donc, en fait, tu juste racontes des trucs avec... Techniquement, tu écris des blagues, ça peut être marrant, mais...
une fois que tu as trouvé ton personnage, là, tout passe par un filtre. C'est comme le truc de ça. Et donc, j'adhère plus à cette mentalité-là. Donc, mais moi, mon problème, c'est que comme j'habite en France, je suis tombé en fait, j'ai peur de tomber dans le trou de pas se renouveler. Parce qu'en France, les gens, ils se renouvellent pas vraiment. Il y a un mec qui a fait son one-man show pendant 9 ans. Mais non, 9 ans! Je te jure. Et c'est pas le seul, il y en a plusieurs. Puis genre, il continue à vendre des billets, puis il n'y a pas de... Parce que la mentalité, et ça m'a fait penser à ce que Mike Ward t'a dit là, qui disait, si ton théâtre il fait 1000 places, et tu le fais pendant 9 ans, on va dire qu'il y a 3 millions de personnes qui viennent voir ton spectacle au total. Mm-hmm. La France, ça fait 70 millions. Donc, lui, sa mentalité, c'est que moi, je peux continuer à jouer mon spectacle et je vais jamais atteindre... Il y aura toujours quelqu'un de nouveau dans le spectacle. Et en France aussi, le problème, c'est que c'est tellement facile de gagner sa vie en faisant ça que ça devient un confort. Et quand ça devient confortable et tu gagnes bien ta vie en faisant ton show 3 fois par semaine et que t'as pas besoin de te renouveler, pourquoi tu vas te renouveler artistiquement si t'as pas besoin, entre guillemets. Donc c'est vraiment les vrais qui c'est là que tu vois la différence entre un vrai humoriste puis ceux qui font soit ça pour le cash ou le fame. Et ici, je trouve que vous avez la même mentalité qu'en Angleterre, aux États-Unis, c'est tu te renouvelles, t'es obligé parce que tu te renouvelles. Peu importe s'ils étaient juste 3000 à regarder mon spectacle, je m'en fous parce que ces 3000-là... Mais moi, c'est un besoin. Il faut que j'en écris d'autres. Parce que quand j'ai écrit v'là 2 ans, c'est le Jared de v'là 2 ans. Et là, je suis Jared d'aujourd'hui. Fait que faut que j'ai besoin d'écrire. Puis c'est ça. Puis je me tanne rapidement d'une blague, là, tu sais, c'est genre. Ça. Moi, ça va faire 3 ans que ce spectacle il tourne. Ouais. Mais 3 ans, c'est pas beaucoup, là, tu sais. En plus, tu joues tout partout, là, toi. Là. C'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup dans le sens où il y a des blagues dans ce spectacle que c'est des premières blagues que j'ai écrites il y a 6 ans quand j'ai vraiment débuté à Paris, genre la bise, tu vois, le côté, c'était un des premiers sketchs que j'ai fait, c'était sur le côté la bise en France, quand ils se disent bonjour, c'est compliqué pour un Anglais. Mais c'est vrai que c'est malaisant de se faire ça. Moi, hier, il y a un dude là, que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Puis là, je pense qu'il est parti voyager, je sais pas, en tout cas, il y a quelque chose du calice de même. Là. Puis, puis là, il arrive et... Puis là, j'arrive pour lui donner la main comme « Hey, what's up? » Puis il me pogne la main puis il commence à m'embrasser ses joues. Je suis full mal à l'aise. Puis je suis comme « OK. » C'est sûrement la dernière fois que je te dis salut. C'est ça. C'est exactement ce que j'ai vécu. Donc, j'en parlais et donc ça reste dans mon spectacle actuellement parce que ce spectacle-là, il est vraiment lié à tout ça. Après, je pourrais changer les trucs dans le spectacle, mais je trouve que pour moi, ce sketch-là, c'est dommage de le jeter sans l'enregistrer quelque part sur scène qui fasse partie d'un spectacle. Ben oui, il faut que tu le captes. Là, et c'est ça, donc j'ai capté mon spectacle en mars. L'idée, c'est que je vais le sortir début de l'année prochaine quand je fais mon show final. Mais tu vois, là je sens que les derniers 3 ans de ce show-là, j'ai beaucoup évolué sur mon personnage sur scène parce que je répétais la même merde tous les soirs. Et donc, du coup, j'ai trouvé mon personnage sur scène. Et maintenant, j'ai plein d'autres trucs à raconter de moi, en fait. Et c'est juste que dans ce show-là, j'ai pas envie de les raconter encore parce que c'est mon premier one-man show, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, là, je le finis en janvier. C'est la fin et puis je vais commencer à écrire sur des nouveaux trucs. Fait que tu vas terminer ça au Casino de Paris, c'est ça? OK. Ouais. Ouais, Casino de Paris, ça, c'est quoi? C'est au début janvier, je pense? C'est le 2, 3, 4 janvier, ouais. OK. Donc, c'est 1400 places x3. Donc... Donc, tabarnak, c'est quand même beaucoup. Mais toi, t'es une vedette là, en France, là, tu sais. Non. Non, je suis... On va dire que je suis un peu connu par des gens de notre âge à Paris. Okay. Et des gens et des expats, un peu. OK. Fait que genre, tu te prends pas pour Gad Elmaleh, mais... Non. Mais même pas... Mais par exemple, t'as quand même... Le monde doit te reconnaître. On va dire que, quand je sors dans la rue, quand je sors de chez moi, il y a au moins une personne... qui va me reconnaître dans la journée. Okay. Soit dans le métro, soit dans la rue, soit assis
Ok, mais en même temps, c'est pas genre tu peux pas aller faire ton épicerie. Non, genre. non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas du tout. C'est pas du tout ça. Et puis, moi, je suis hyper content avec ce que j'ai fait là, et je suis bien confortable dans ce truc-là parce que j'ai peur de ce truc-là, de genre un Kev Adams. En tout cas, en France, je crois que ça arriverait jamais de toute façon parce que même si j'habite là, je sais pas, ce que je raconte, ça parle pas à tous les Français. Lorsque un Kev, un Gad, Florence Foresti, vraiment des grosses, gros vedettes français, ils font de l'humour pour les Français. Moi, je fais de l'humour un peu pour des Français, mais des gens qui sont intéressés à d'autres langues, à d'autres choses comme ça. Donc, c'est plus niche, je dirais. Mais en même temps, c'est ça qui fait que tu peux aller jouer pas mal tout partout. Ouais, c'est ça qui est cool, c'est que j'ai la chance de pouvoir jouer ici. Mais en même temps, la salle est à 80% pleine de Français expats ici. Donc hier, quand j'ai joué au Sainte-Catherine, c'était les 2 shows étaient 80% français et 20% genre les amis québécois qui viennent et 2-3 anglais, des américains, mais des amis de français en gros. Ouais. Puis, mais c'est ça, toi, c'est pas ta première fois ici. T'étais venu dans le cadre de Just for Laughs? Ouais, juste pour rire. OK. Ouais, j'étais là pour Juste pour rire cette année, en juillet. Okay. Puis c'est quoi, ils t'ont approché pour que tu viennes faire ton show? Ou c'est toi qui les as approchés? Non, je me rappelle plus. Comment ça s'est passé? Il me semble que j'ai dû voir... quand Sugar Sammy est passé par Paris les premières fois, je crois que j'ai fait sa première partie une fois, ou en tout cas j'ai fait son plateau d'humour. Il a fait un plateau anglophone. Ok. Et dans ce plateau-là, j'ai fini par connaître Stéphane Poirier. Ouais, Steph Poirier, ouais. Et il y avait Junior, son manager, qui était là aussi. Donc j'ai rencontré Junior là, qui était le booker de Juste pour rire cette année. Je sais pas s'il était toujours le booker, mais en tout cas cette année. Et donc il m'a vu, il a bien aimé ce que j'ai fait, et donc notre idée en tout cas c'était que je vienne à Juste pour rire à un moment donné de toute façon. Et donc il a dit ouais, ok, viens, on te met dans la petite salle de 100 places pour voir ce que ça donne. Donc j'ai fait 2 spectacles dans la salle Claude Léveillé qui fait 100 places à peu près. On était complet quelques semaines avant de venir, donc on a ouvert une 3e date à la 5e salle. Ouais, la 5e salle, 5e place des arts. Ouais, c'est ça. Puis c'est quand même une... c'est pas une grosse salle, non, mais c'est une 300-400, je pense. Ouais, c'était 400, je crois. Et ça s'est rempli en 2 semaines. Et donc c'était genre ok, cool, il y a des gens ici qui veulent me voir, je sais pas pourquoi, mais je crois que parce qu'il y a beaucoup de Français qui habitent ici, donc je pense qu'il y a comme 10 000 Français juste à Montréal, donc ouais, ça avait bien marché à cause de cette communauté-là, parce que personne au Québec me connaît, et c'est pour ça que je voulais revenir ce mois-là, parce que le festival c'est cool, c'est sympa, mais tu joues devant ton public. Donc ils sont déjà achetés entre guillemets, au moins la moitié. Et je voulais revenir. Mais t'es quand même dans un autre continent, là. Ça, faut que je te l'accorde. Ouais. Oui, c'est ton public, mais t'es quand même dans un... Chris, faut que soit tu pognes l'avion ou le bateau pour te rendre ici. Ça, je te l'accorde dans ta barnaque. Ouais. Donc, je voulais revenir en octobre là pour faire des scènes ouvertes et des soirées d'humour devant un public qui ne connaît pas. Ouais, c'est ça, le circuit d'humour montréalais. Ouais. Pour vérifier, en fait, est-ce que ce que je raconte, c'est marrant ou c'est juste parce que c'est mon public qui m'aime déjà grâce aux vidéos, qui m'aime, et peu importe ce que je dis, ils vont trouver ça marrant. Ben moi, en tout cas, je sais que je peux être un bon exemple parce que moi, je savais pas t'étais qui, puis je suis... Tu sais, pas je m'en calisse, mais je suis indifférent. Tu sais, genre, t'es normal. Cool, je te jase, puis on vit notre vie, tu sais, genre. Puis, mais je t'avais écouté, moi, c'était à l'open mic, parce que je suis tout le temps à l'open mic. Puis, je t'avais vu faire... C'était un stand-up sur le calice. Ouais. Puis, ça m'a tellement fait rire. Puis là, je suis comme, c'est qui ce petit dude-là? Puis là, Reda Sawi, il est comme, c'est Paul Taylor. Il a fait il est quand même un peu connu en France. Il a fait des vidéos, puis il est devenu... Puis là, c'est là que ça a pogné. Je suis comme, Chris, il est drôle, ce style-là. Il devrait venir à mon podcast. Ben ouais, c'est ça. Puis là, je trouvais ça... c'est là que la curiosité m'a pogné. Là, mais à la base, c'est parce que je t'ai trouvé calissement drôle sur la scène. Ben c'est gentil. C'était... Pourtant, le
la scène que j'ai fait juste avant l'open mic, c'était le bordel à 20h. Ouais, la soirée régulière. Là. Ouais, j'ai mangé pas mal de la merde pendant 4 minutes. Ah ouais. Je suis passé premier. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la semaine d'avant, je suis arrivé un mardi. Le mercredi, je jouais à l'Abreuvoir. Ouais. Et un autre truc, le mercredi, c'est peut-être le medley. Ouais, le medley. Le medley, l'Abreuvoir. Et le jeudi, j'ai fait le brouhaha. Les trois, ça s'est hyper bien passé. Vraiment très, très bien. Et donc, j'étais là, ok, cool. Et tout le monde me disait... Et le suivant que je faisais, c'était le mardi... au bordel à 20h. Ouais. Et le monde disait, ouais, le bordel, c'est le public le plus simple. Enfin, il rit plus que tous les autres soirées. Donc moi, j'étais là, j'ai cartonné, j'ai défoncé la salle puis 3 fois. Ah, c'est quand même difficile, là, ça a l'air. Moi, ouais, et on me disait, ouais, le brouhaha, ça va être... C'est pour ça, en fait. Dans ma tête, mentalement... Ben, t'es comme Chris, ça a bien été là. Ah ouais, c'est facile l'autre place. Ouais, et je m'étais mis dans la tête, ok, le public du bordel, ça va être bien. Si le public compliqué du brouhaha... j'ai réussi à les avoir. Le bordel, c'est un public sympa. Ça va rire, ça va standing ovation, tout ça. Et je monte sur scène et je mange de la merde profonde, mais vraiment dans la gorge bien profonde pendant... Du gros caca sale. Pendant 3 minutes. Et après, au bout de 3 minutes, ça a commencé à aller. Ouais. Et au final, vers la fin, ça s'est bien passé. Tu vois, à la fin, c'était cool, mais au début, c'était... Oh, tu sais, le feeling que t'as quand t'as tes blagues que tu sais qui fonctionnent. Ouais. Pardon. Et tu montes sur scène, la première, flat. Fuck all, nothing. Pas de rire. Tu fais, ok, c'est peut-être parce que je l'ai dit trop vite, donc je vais essayer ma deuxième. Ouais, cool, machin, deuxième blague. Rien. Oh shit. Et là, tu commences à devenir rouge, à devenir chauffé. Faut pas que tu sortes de ta tête. Là, oh man, tu commences à transpirer un peu, tu parles plus vite parce que tu dis qu'est-ce qui se passe, c'est le stress que t'as. Mais ça m'a fait vraiment du bien parce que entre les deux, entre ça et l'open mic où tu m'as vu, je me suis tellement fait un pep talk dans ma tête. Je me disais, mais c'était quoi cette merde? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est pas passé? Ok, t'avais aucune énergie. Il faut que tu rentres vraiment avec une confiance. Peu importe, on s'en fout. Il faut que vraiment que... En fait, parce que le début, je l'avais pas écrit. Je savais ce que je disais plus ou moins, mais je trébuchais sur mes mots. Et comme j'ai pas d'accent, c'était tout. Donc là, tu faisais pas confiance. Ouais, genre. c'est ça. Donc, je crois que c'était ça. Et à partir de ce moment-là, tous les autres shows ont bien été, à part deux. L'autre brouhaha à Unsick. Ouais. C'était un peu plus. Il n'y avait pas beaucoup de monde, donc c'était. Ouais. Mais ça reste, c'est souvent le même. Ouais, j'ai pas senti que j'ai bien fait. Et tout de suite après, j'avais fait le truc à Longueuil. Le mardi du rire au bungalow. C'est ça, ouais. C'est pas hyper bien passé. Mais cette soirée-là, en général, j'étais là avec JC Surette, qui faisait quelques blagues que j'avais entendues dans une autre soirée, qui avait complètement défoncé. Et là, c'était bien, mais c'était... Donc le public était un peu mou aussi, était un peu plus froid. Mais tu sais, des fois, c'est le fun, ces soirées-là, artistiquement, parce qu'au moins, tu sais qu'est-ce que tes blagues vaut réellement. Tu sais, genre, si c'est une blague, tu fais... Ah, mais pourtant, je sais pas si elle pogne, est-tu vraiment bonne? Puis là, tu vois un public de main, puis là, ça rit pas, tu fais non, faudrait... Ouais, je pense qu'il va falloir que je la mette de côté, celle-là. Ou au contraire, quand tu vois que t'as un public difficile, puis t'en as une qui déchire tout, tu sais qu'elle là, tu fais oh damn, ça c'est drôle, tu sais. Ouais. Ouais, c'est un bon. Fait que tu sais, c'est ça, c'est à double tranchant. Là, ouais. T'sais. Ouais, puis c'est intéressant. Ce qui est cool ici, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que je suis sur scène et puis les gens ils me voient sur scène. Et ce qui s'est passé en France, c'est que pour revenir à la première question que tu m'as posée par rapport à cette vidéo. C'est pas grave, on te laisse aller, gros. Laisse-toi. Laisse pas dans ta tabarnak, ça. Sur la bise. Ouais. C'est que Overnight Success, ouais, parce que la vidéo, on a fait un sketch qui était à la base mon sketch sur scène, mais filmé. Pas sur scène, mais dans un plan séquence où j'explique la bise et je fais le même numéro que je fais sur scène quasiment. Et en une semaine, ça faisait 2 ans et demi que je faisais ce sketch-là. Et là, en une semaine, ça a pris 1 million de vues sur YouTube. Et là, et en fait, c'était aussi l'impact que ça a eu, on a sorti cette vidéo 1 mois après les attentats à Paris. Donc okay, Paris et la France, Paris et la France étaient dans un espèce de juste avant Noël, un État. Il y a un attaque terroriste en France. L'ambiance n'était pas vraiment bonne en France. Et là, c'était pas fait exprès. C'était juste la vidéo, elle sort le 1er janvier
2016. Et là, c'est un Anglais qui se moque de la culture française. La culture française vient de se faire attaquer par l'État islamique. Ouais. Et c'est genre, ah putain, on peut quand même rire de notre culture quand même. On peut retrouver ce truc. Et je crois que ça fait un buzz aussi un peu à cause de ça. Surtout avec la presse internationale, parce que la presse anglaise m'ont contacté pour avoir des interviews. La presse ici aussi. Et donc du coup, c'est parti en couille le truc. Mais c'est toi, vraiment, c'était pas le... Toi, t'avais aucune idée que ça allait faire ça. Non, le but de cette vidéo, en fait, c'était de faire une promotion Pour une soirée. pour la soirée d'humour anglophone qu'on faisait dans le bar Le Paname, là où on a filmé le truc. C'était genre, hey, on n'a pas beaucoup de monde dans le public, essayons de faire une petite vidéophone pour faire ramener les gens. La promotion de la soirée. Et c'est parti dans une autre dimension. Mais c'est vraiment bien filmé, tout est bien fait, là, tu sais. Ouais, c'était pas mal. C'est toi qui as fait le montage puis tout ça? Le montage, j'avais pas grand chose à faire parce que c'est en plan séquence. Il y avait juste 2-3 trucs qu'on a accéléré, mais il y avait une boîte de production à qui on a prêté des caméras et c'est eux qui ont aidé avec le montage. À la base, c'est une boîte qui fait des voix off. Et mon ami Robert, c'est un Américain là-bas, lui il fait beaucoup de voix off, donc il a dit ouais, on va prendre la caméra et tout ça. Et tout est parti de là en fait. C'est là où Canal+, en France, ils m'ont contacté pour faire une mini-série de 34 épisodes sur le même truc, l'anglais qui râle ou qui comprend pas la France. Mais avant ça, toi, comment tu te sentais quand tu vois même pas, je sais pas, le lendemain que tu as posté ça, on va dire, il y avait quoi, 200 000 vues? Le surlendemain? Non, le premier jour, au bout de comment ça s'est passé, ça? Là? Alors, on met le truc, on l'a partagé sur nos pages et tout ça. Au bout d'un jour, il y avait peut-être 400 vues. Au bout de 4 jours, il y avait 1000 vues. Et j'étais là, ok, cool. Moi, je suis content avec 1000 vues parce que avant ça, ce que je faisais, mes vidéos à la con et tout ça, ça faisait 300 vues peut-être sur mes pages Facebook. Tu sais. Là, je fais 1000 vues en 4 jours, je suis content. Et là, il y a un site web en France qui s'appelle Topito, qui est un site qui... un peu comme BuzzFeed. Ah ouais, genre au Québec Conneries site là, genre là, c'est un site bien populaire avec beaucoup d'abonnés qui partagent des... Voilà, c'est un peu le même principe. C'est exactement ça. Ils ont peut-être, je crois qu'à l'époque ils avaient 1 million ou 2 millions de followers sur Facebook, sur YouTube et tout ça. Eux, ils ont reposté cette vidéo là. Et dans les 3 prochains jours, c'est là où on a eu les millions de vues. Donc eux, ils ont partagé la vidéo et ça a pris feu partout, sur tous les sites web, sur tous les trucs. Et c'est là où on a eu 1 million de vues. Fait que ça a parti grâce un peu à un site de même. Et là, c'était... J'ai du mal à me souvenir comment c'était, mais je me souviens juste que une fois que c'était arrivé à ce stade-là, c'était... un autre? Ouais, pourquoi pas. Écoute. Ouais. On a le temps, ouais. Bah ouais, on drette là. C'est là. Ouais, drette ça, tasse le petit panier, puis... Yes, sir, mon chum. Tasse le petit panier. Yeah. Cheers, mon gars. Ouais, cheers. C'était fou parce que les gens après, mon téléphone il arrêtait pas de sonner. Téléphone, message, est-ce que tu peux faire cette interview là, machin. C'était beaucoup d'interviews de news site, la télé française qui voulait et vraiment c'était genre ok cool c'est l'anglais qui se moque. C'était le truc, comment c'était vendu, c'était l'anglais qui se moque de notre bise. Et donc forcément c'est clickbait, les gens ils font ce qui se connard d'anglais qui se moque de... Ah ben oui. Et après ils cliquent et ils font... Ils prennent personnel. Ils font ok, c'est quand même marrant. Ils marquent des bons points. Ouais. Mais ça empêche pas qu'il y ait des haters qui sont là, rentre dans ton pays de merde, enculé d'anglais. Ah oui, t'as-tu ben du hate? Ouais. T'as-tu des menaces de mort ou des enfants de mort? Oui, mais pas sérieuse, tu sais, c'est des gamins de 14 ans, tu vois leur photo de profil, c'est des gamins de 14 ans. Ouais, nique ta mère, si je te croise dans un cul, je te tue, connard. Si t'es pas content avec la France, rentre chez toi, enculé, en plus, le Brexit, tout ça, fuck you. C'est vraiment des trucs, mais c'est sur Internet, ça. Tu mets une vidéo de chat, et puis à la base, tu vas voir les commentaires, ça va finir par les fucking nazis ont fait ça. C'est 2 chats qui se câlinent, c'est quoi ton esti de problème? Donc, Internet, c'est bizarre. Mais c'était fou. C'était fou, ça a vraiment ça a tout changé. Ça a vraiment tout changé. Et puis j'ai fait la mini-série avec Canal+. Et c'est ça qui a vraiment changé en fait. Fait que là, c'est ça. Fait que là, t'as passé du web à la télé.
Du web. J'avais une vidéo sur le web, c'était ça. C'était même pas sur ma chaîne à moi. Ah, fait que c'est même pas du web, c'est juste une vidéo qui m'a dit comme toi, cartonné. Ouais, qui a cartonné. Comment tu dis ça au québécois, c'est quoi l'équivalent? Je sais pas. Qui a fonctionné. Tu sais, Mais mieux que fonctionner. Ouais, je sais pas. Qui a tout décalissé. Je sais pas. Tout décalissé. J'aime ça. C'est cool. C'est parce que là, c'est comme si tu parlais genre du Québécois mécanicien du fond de cours. Là, genre, ouais, mais ça, c'est le vrai, quoi. C'est comme un Français de Limoges ou un truc comme ça, d'une petite ville. C'est ça un peu, là, tu sais. Mais c'est cool. Fait que ouais, c'est ça. Fait que là, t'es arrivé à Canal Plus sur l'émission de Antoine. Tu sais qui est Antoine? Antoine Decaune, c'est un présentateur français qui est hyper connu. Mais, donc à la base, ce qui s'est passé, c'est Canal Plus, il m'envoie un texto par Facebook. Une fille qui s'occupe de recruter du talent. Talent headhunter, je sais pas quoi. Recherchiste. Elle me fait, j'aime beaucoup ce que tu fais. Est-ce que tu veux venir à une réunion dans les bureaux? Ouais, cool. Pourquoi pas? T'es nouveau humoriste, Canal Plus te contacte, tu fais ouais, je vais aller voir. C'est sûr, Esti. Puis en gros, elles me disent qu'est-ce que tu veux faire? T'es qui? Enfin, on t'aime bien, qu'est-ce que tu veux faire avec nous? Je dis je sais pas, moi je sais pas, j'ai aucune idée. J'ai eu plusieurs réunions et puis après on m'a mis en contact avec l'équipe. Ça s'appelle toujours Studio Bagel. C'est une partie de Canal Plus web. Qui produit des sketchs sur Internet, sur YouTube, mais qui appartient à Canal+. Et donc j'étais en contact avec eux, et ils ont dit cool, on a créé une équipe pour faire ce programme-là qui s'appelait What the Fuck France. Mm-hmm. On a tourné un pilote, donc en janvier, la vidéo de la bise elle sort. En janvier, j'étais contacté par eux. Au mois de mai, on tourne un pilote de What the Fuck France. C'était pas ouf. C'était ce qu'on voulait faire plus ou moins, mais on voulait changer plein de trucs. Et en juillet, on a tourné les 2 premiers épisodes. Et à la base, on en avait 10. Ils nous ont dit, on vous donne 10 épisodes, on investit pour 10 épisodes. Ah, tabarnak, fait que ça a pogné en estime. Bon. Ouais, et ça a pogné, c'est ça. Ouais. C'est ça le bon mot. Ouais, ça a pogné. Ça a pogné. Ça a pogné. Et en septembre, ça commence à diffuser les samedis midi à la télé. Mm-hmm. C'est pas long, c'est juste 3 minutes. C'est 3 minutes. Ouais. Et en fait, personne vraiment regarde la télé. Donc, ce qui était bien, c'est comme ces 3 minutes, eux, ils l'ont mis sur YouTube après. Et c'est là où ça a pris. C'est là où ça a vraiment pris. Et quand le deuxième est sorti, qui était sur les terrasses, je me moquais des terrasses. Encore une fois, tous les médias, l'anglais qui se moque des terrasses parisiennes. Ouais. Ça a pris feu. Et c'était pas 1 million, mais c'était genre 200 000 sur une chaîne qui avait 0 abonnés, tu vois. Et là, on fait OK, cool, il y a un truc qui se passe. Ah, fait que là, comme ma tante, la télé, leur but, c'était comme de se propager un petit peu plus sur le web ou. Même pas, c'était une émission de télé que eux, ils étaient d'accord. Ouais. Pour mettre sur YouTube contre leur souhait, tu vois. Ils voulaient pas vraiment mettre ça sur YouTube, mais le producteur de Studio Bagel, il a dit non, il faut que ça vive sur Internet. Ce truc, c'est 3 minutes. On s'en fout qu'à la télé, ça dure 3 minutes. C'est comme Bref. Je sais pas, Bref, je sais pas si tu connais. Oui, c'est Kian Kojandi, ouais. Ouais, Kojandi, ça. Pareil, eux, c'était sur Canal+, mais à l'époque où Canal+, où les gens, ils regardaient beaucoup Canal+, depuis, les gens, ils regardent plus. Anyway, c'est sorti sur Internet, et on sortait une fois par semaine pendant 34 semaines. Et pendant 10 semaines originales. Ouais. Mais au bout du 6e, ils voyaient que ça fonctionnait bien. Il y avait un intérêt. Puis que ça et donc ils ont étendu, ils ont dit OK, on vous donne la saison complète jusqu'à juin de l'année d'après. Et ce qui était fou, c'est que sur la chaîne, on gagnait 20 000 abonnés par semaine par vidéo qui sortait. Et toutes les vidéos étaient 2 fois plus vues que le nombre d'abonnés. Donc quand on avait 20 000 abonnés, on avait 40 000 vues. Quand on avait 200 000 abonnés, on avait 400 000 vues. Et là, la chaîne, il n'y a plus rien dessus depuis un moment, elle est rendue à 500 000 abonnés. Et ça, c'est-tu la tienne qui est Paul Taylor? C'est celle-là, ouais. Mais techniquement, cette chaîne appartient à Canal+. Mais comme je continue à travailler avec eux sur d'autres projets, on s'est dit, on va renommer la chaîne Paul Taylor pour que
parce qu'on a fait un deuxième projet après celui-là qui était plus basé sur l'actualité française, qui s'appelait What's Up France. Et donc on a changé la chaîne, on a changé tout à What's Up France. Et là j'ai un troisième projet avec eux qui est une série documentaire qui s'appelle Stéréotrip. Et on voulait pas rechanger le truc, on s'est dit appelons la chaîne Paul Taylor et tout ce que j'ai fait avec Canal+ habite sur cette chaîne-là. Et donc c'était vraiment cette série qui m'a fait connaître en France. Mais c'était pas What the Fuck Friends? Ouais, c'est ça. Ok, parce que tu t'as dit What's Up. Ouais, What's Up, c'était la deuxième série que j'ai fait avec eux. J'ai fait une série un peu plus courte de 14 épisodes sur l'actualité, où c'était un peu filmé de la même manière, mais pas exactement. Et c'était type late show monologue. Hey, what's up France this week? Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. C'est marrant parce que blablabla. C'était des blagues sur l'actualité. Ok. Mais on a fait 14 épisodes parce qu'il y avait l'autre projet de documentaire qui est venu et qui m'intéressait un peu plus. Mais What the Fuck, c'était vraiment le truc qui m'a fait connaître et qui a rempli mes salles pendant 2 ans en France. Qui remplit toujours mes salles maintenant. Et l'inconvénient d'être connu en vidéo est moins sur scène parce que forcément une vidéo qui fait 500 000 vues, pour que tu joues ton spectacle et qu'il y ait 500 000 personnes qui aient vu ton spectacle, tu le joues pendant 10 ans, comme je disais tout à l'heure, où tu joues dans des grosses... Même une salle de 1000 places, il faut la jouer 500 fois pour avoir 500 000 personnes qui voient ton stand-up. Mais une vidéo qui sort à 500 000 vues, ce qui est bien, c'est que ça remplit ta salle. L'inconvénient, c'est que les gens, ils considèrent plus comme YouTuber que stand-upper. Puis toi, à la base, tu veux être reconnu comme un comédien. Ouais, mais maintenant j'ai arrêté. Peu importe ce que je veux, c'est ce que le public va ressentir. Donc si le public qui me connaisse plus qu'à cause des vidéos, ils vont dire que je suis youtubeur. Ça me dérange pas. J'ai arrêté, je m'en fous de l'étiquette. De les reprendre ou de... Ouais, de dire non, en fait, je suis pas youtubeur, en fait, parce qu'à la base, cette émission était pour la télé. Donc, je suis plus humoriste pour la télé et ensuite humoriste sur ta gueule. C'est juste que tu me connaisses, je suis déjà... que tu me connaisses, j'apprécie énormément, c'est très cool. J'ai eu une chance de good luck, right place, right time. T'es reconnaissant. Ouais, mais je préfère la scène. Ouais. Je sais pas si... Je connais pas toute la scène ici, mais de ce que j'ai compris, Rowley, il me disait que Julien Lacroix, il vivait un peu... C'était un peu la même chose. Ouais, c'est un peu le même phénomène. Où il a cartonné sur les vidéos. Il faisait de la scène en même temps, mais il était moins connu sur scène que... C'est exactement la même affaire. Lui, ces vidéos qu'il faisait, lui, c'est pas du jour au lendemain, vraiment. Là, c'est pas passé en une semaine. Ça a été sur... quasiment une couple d'années, mais il a prouvé que, parce qu'ici, on a l'École nationale de l'humour. Ah, ok, oui. Que lui, ça avait essayé, il avait été refusé, il avait essayé à plein d'autres, que ce soit En route vers mon premier gala, qui était un concours quand même fucking populaire dans le temps. Ça avait essayé là-dessus, puis sur plein d'autres affaires connues, puis il se faisait tout le temps refuser. Puis il a continué juste à rouler sa bosse, faisait ses vidéos, qui gagnaient tout le temps en popularité, il montait les échelons de peu à peu. Puis m'a amené l'année passée, il a gagné 3 Olivier, tu sais, puis c'est comme un gros gala ici, là, même si moi j'y accorde aucune valeur, là, tu sais, ici le public, il triple. En fait, c'est une grosse reconnaissance, puis ça fait que maintenant il est comme une des vedettes des plus en vogue. Comme ça n'a pas de style. J'ai pas eu la chance de le rencontrer pour l'instant, mais le jour où je rencontre... Il est cool en tabarnak. Ça y a pas monté à la tête pour 2 calices de scène. T'as un autre... mais ouais, en fait, c'est ça. Et j'en parlais avec Rowley aussi, justement, sur ce truc de l'école nationale de l'humour. L'école d'humour. Moi, ça me paraît... C'est un concept bizarre pour moi, parce que Ouais, c'est ça. C'est quoi ta perception de ça, toi qui viens d'ailleurs? Ça sert à rien. Ça sert à des gens qui sont pas marrants à peut-être être un peu marrants, ou de savoir comment écrire une blague, peut-être, de setup punchline. Mais si t'es déjà marrant, il faut monter sur scène. Il n'y a pas de choix. Tu peux pas apprendre dans une salle de formation. Je sais pas comment ça se passe. Je sais pas du tout. C'est juste mes a priori cons d'ignorance anglais. Mais pour moi,
Mais en même l'humour, temps- c'est pas un truc Ouais. que t'apprends. Mais en même temps, tu sais, l'école elle a une certaine réputation, tu sais, pour que ça aille traverser un Bah, c'est ça, continent. ouais. Mais parce que Rowley il me parlait de ça, il a dit que lui, il y a 2 ans, on en parlait, que lui, là, il voulait rentrer dedans. Et il y a 2 ans, moi, je lui ai dit, bah, franchement, ton école, c'est la scène. Ouais. Book-toi là où tu peux, joue Ouais. sur scène. Tu vas apprendre 1000 fois plus et tu vas rester toi-même Ouais. plutôt qu'être déformé et rentrer dans une moule de type d'humoriste. Mhm. Donc, parce que comme il y a énormément de chances de... Peut-être à l'époque où il n'y avait pas de scène beaucoup, il n'y avait pas énormément de scènes pour jouer, Ouais, c'était là différent. c'est bien. Mais Ouais. là, tu peux jouer Il y a tous les trop jours un de la gros semaine. Ouais. circuit, là. Et on parlait, parce qu'on a vu des gens qui étaient de la même... Pas la même promotion, parce que lui, il n'est pas rentré dedans, mais qui ont fait les castings, les auditions en même temps que lui, il y a 2 Ouais. ans. Et qui là, ils viennent de sortir, parce qu'on les a croisés sur certaines scènes où les présentateurs, ils sont ils viennent de sortir de l'école d'humour, bienvenue, machin. Mhm. Et moi, je lui disais, alors, c'est quoi, comment tu te sens par rapport à ces gens-là qui sont rentrés quand toi, t'es pas rentré, Ouais. mais au lieu, toi, t'as bossé, t'as fait des scènes. T'as pas fini ta deuxième, t'inquiète. Ouais, ouais, non, non, je savais plus c'était à quel, là, c'est- Euh, et on est tous les deux venus à la même conclusion que les gens qui viennent de sortir de cette école-là, qu'on voit sur scène actuellement, ont pas autant avancé que lui. Dans le sens où lui, il Ouais. a fait de la scène, eux, ils ont fait de la théorie et un peu de la scène, Mhm. mais lui, il s'est fait beaucoup plus de contacts que eux. Et Ah ouais, parce qu'il est, il est sur le terrain, tu sais. C'est ça. pour ça. c'est un boulot de terrain. C'est Ouais. pas, tu vois, c'est quand tu veux être médecin, faut aller à l'école, faut comprendre la théorie, faut tout ça. Mais des boulots comme humoriste, comme tous les Faut que tu boulots te pètes d'art. la gueule. Ouais, pour, tous les boulots d'art, pour moi, c'est tu apprends en le faisant et il faut que tu te casses Mhm. la gueule, et que ça coûte autant aussi. C'est ça qui m'a qui m'a Là, fait c'est flipper. rendu à pas loin. C'est 14 ou 15 000. C'est incroyable. Ouais, ouais. Puis moi, Si t'as 14 et 15 000 euros, dude, tu loues un théâtre, tu invites des gens et Ouais. tu fais ton fucking show 3 mois de suite. Et tu perds les 15 000 euros parce qu'ils vont être 3 dans le public, mais tu vas apprendre beaucoup plus Mhm. en mangeant de la merde devant 5 personnes. C'est ça, en fait. Si t'as cet argent à brûler, Mhm. il y a tellement une autre... Va à New York. Va à New York et fais tout. Va dans tous les bars. Enfin, si tu parles anglais, évidemment. Si tu comprends l'anglais. Ouais. Mais va dans tous les bars et écoute le stand-up. Prends ton vol, juste regarde et tu fais ah ouais, fuck, le niveau il est Ouais. tu sais, prends ton avion à Paris, va jouer à Paris parce que en tant que Québécois, quand tu pars à Paris, t'as toutes les scènes direct. Parce que nous, quand on voit des gens qui viennent d'ailleurs, on dit ouais, ok, cool, parfait. On check même pas, c'est genre ok, good, get in. Ouais. Et dépense cet argent autrement. C'est ce que je dirais à des jeunes humoristes qui pensent est-ce que je fais l'école ou pas. Moi, je dirais non, va. T'as plus besoin. Puis moi, je pense exactement la même affaire. Mais tu sais, je voulais vraiment que toi, tu dises qu'est-ce que t'en penses avant que moi, je fais comme. Ouais, ouais. Ouais, c'est de la style merde, tabarnak! Ouais. Tu sais, moi, non. Forcément, moi, il y a des avantages des gens, mais tu auras toujours, tu sais, les avis et les pas les critiques, mais ce que j'allais dire, le feedback Ouais. des Des profs. Ouais. Si tu veux, tu peux avoir du feedback. Si tu joues au bordel open mic et ça se trouve que François Bellefeuille, Mike Ward, ils sont là, ça se trouve qu'ils vont venir te voir et dire hey, du coup, j'ai un truc pour clôturer ton truc. Là, t'as dit, machin. Voici un punch pour le truc. Ça va t'apporter beaucoup plus. Mais même à ça, tu sais, moi, pour vrai, parce que moi, j'ai pas fait d'école, tu sais, j'ai vraiment fait le circuit des bars, puis c'est Ouais. même j'ai grandi dans ce milieu-là. Puis, tu sais, t'as même pas besoin d'un Bellefeuille ou d'un Ward pour... Tu sais, c'est sûr, ça va être apprécié, puis Chris, ça va être valorisant, puis ça va Ouais. t'aider. Mais en même temps, tu sais, des humoristes qui commencent, qui ont la même passion que toi, puis qui voient juste pas qui ont pas la même vision, qui va t'arriver avec hey, t'as-tu pensé dire ça de même à la place? Puis d'arriver, ça, là, ça vaut encore plus que un diplôme Ouais, c'est clair. ou sinon, tu sais, parce que c'est du monde qui sont sur le terrain, tu sais. Moi, je sais pas trop c'est qui les profs, là, tu sais, mais ceux que je connais, moi, c'est pas... en tout cas, c'est pas à eux autres que j'irais demander des conseils, là, tu sais. Là. Fait que... Il y a une expression en anglais, je sais pas si elle est traduite en français.
il faut que je trouve dans ma tête, c'est those who can do, those who cannot teach. Ouais. Qui veut dire, en gros, ceux qui peuvent le font et ceux qui peuvent pas l'enseignent. Ouais. Dans le sens où... Est-ce qu'il y a des écoles, il y a des cours de stand-up en Angleterre aussi, dans les trucs comme ça, mais c'est toujours des stand-up ratés. Tu sais, c'est toujours des gens qui ont fait de la scène mais qui n'ont jamais vraiment réussi. Percé, ouais. Et donc, leur façon de gagner de l'argent, c'est enseigner aux autres les techniques, qui n'est pas forcément une mauvaise chose parce que moi, je sais que tu peux enseigner des choses sans pouvoir les faire toi-même. Parce que si tu as la théorie, mais tu n'as juste pas le... Surtout avec l'humour, tu peux dire, ouais, je sais que écrire une blague, et ça peut être marrant, et sur scène, tu devrais faire ça. Moi, je suis pas capable de le faire parce que je suis trop timide. Mm-hmm. Donc, ça enlève pas la crédibilité, mais c'est pas... Si tu avais une école d'humour où tu pouvais rentrer et il y avait Dave Chappelle, Louis C.K., Bill Burr, Doug Stanhope, tous ces gens-là, et tous les Québécois, tous les Français, et t'arrives, si ton école d'humour c'était Gad Elmaleh qui disait ouais, je machin, ouais, tu payes, tu y vas. Mais lui, il a pas le temps de faire ça. Parce qu'il est trop busy à être successful en tant qu'humoriste. Ouais. Donc c'est un peu double tranchant. Moi en tout cas, d'avoir payé pour faire l'université en français, de faire mes études, c'était pas une perte de temps, mais j'ai beaucoup plus appris le français en habitant en France pendant 9 ans que dans les cours de français à l'université. Donc c'est ça revient au même. C'est la même chose que tu étudies une langue, que tu étudies la cuisine. Ouais, tu peux être dans une salle à apprendre la théorie de cuisiner un plat, mais tant que t'es pas dans une cuisine à la cuisiner en vrai, avec la pression de tous les restaurateurs qui sont là, etc. Enfin, les restaurateurs, les clients qui sont là, et là, c'est là où that's when it becomes real. Hein? C'est comme, tu peux apprendre la théorie d'écrire des blagues et la règle de 3, les trucs, tout ça. Ouais. Fuck, si t'es marrant, t'as pas besoin. Enfin, tu montes sur scène et là, tu vas pas être marrant pendant longtemps parce que t'es timide. Il y a certaines personnes qui arrivent et tout de suite ils sont marrants sur scène parce qu'ils ont le bug de monter sur scène et juste être et faire le show. Ouais. Mais je crois que la majorité des gens, ça leur prend 3 ans à être confortable sur scène, à vraiment pouvoir rentrer dans leur truc. Et ça dépend de chaque personne aussi. Il y en a que ça va plus vite, il y en a que ça va moins vite aussi. Puis, mais tu sais, de ça, je vois le temps qui avance, puis tu sais, toi, tu m'as dit qu'il fallait que tu partes à 3,5. Fait que, il y a de quoi que je voulais vraiment te parler avant qu'on termine, je vais faire ça. C'est, tu sais, il y a eu comme des scandales sur le fait qu'il y a des humoristes français volent des jokes ou traduisent. Fait que, tu sais, ma tante, c'est quoi ta perception de ça? Tu sais, de quelqu'un qui est, c'est ça, tu sais, qui a réussi stand-up en France, tu sais. C'est intéressant parce que c'est un peu comme une mafia en France. Le stand-up et tout ça et le truc. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que tous ces gens-là qui ont été exposés dans les vidéos Copy Comic là. Ouais, il dirait ça. C'est tous des gens qui n'ont pas écrit leur propre spectacle. Ouais. Parce que en France, il y a un truc où il n'y a pas beaucoup de gens qui écrivent leur propre truc. C'est je prends une team d'auteurs parce que je suis pas assez marrant. Et ils traduisent. Et pas qu'ils traduisent. Maintenant, non, mais à l'époque, oui. En fait, c'était ça. Ils embauchaient. Là, toujours, t'as plein d'humoristes hyper connus, mais sur leur affiche, c'est écrit par. Tu sais, tu dis, c'est quoi ça en fait? Pourquoi t'écris pas toi-même ton propre show et tu sois pas un vrai stand? Enfin, tu sais, pour moi, c'est comme courir le 100 mètres. Mais avec des stéroïdes. Être un humoriste qui écrit pas ses propres blagues. Ou juste sur les épaules de quelqu'un. C'est ça. C'est ça. Un peu, ouais. C'est ça. Mais tu vois, les Bill Burr qui ont mangé de la merde pendant 20 ans dans des clubs et ils sont devenus connus quand ils ont 40 ans, ça, c'est des gars qui écrivent eux-mêmes les blagues et ça s'entend, en fait. Quand il est sur scène, tu vois ça sent que c'est lui. Et en tout cas, en France, il y a cette truc de... on va embaucher des auteurs. Et à l'époque, quand le stand-up a commencé en France, c'était en 2006 avec le Jamel Comedy Club. Je crois que, je sais pas toute l'histoire exacte, mais je sais que ça a été pris par Canal+. Donc il y avait une pression. C'était genre, ok, toutes les semaines, vous allez faire un show et vous allez sortir la troupe de Canal+, de Jamel Comedy Club. Il faut sortir un nouveau sketch toutes les semaines. Forcément, tu as une pression. Forcément, tu as des auteurs. Puis il y a personne qui est bon à écrire de quoi de tight. C'est ça. Et donc, du coup, ils se sont dit, on est dans la merde.
on va aller voir aux États-Unis qu'est-ce qui se passe. Et donc, ils ont regardé des trucs parce que le stand-up était pas connu en France, donc du coup, il y avait aucun risque. Il y avait aucun risque et Internet, ça existait, mais pas. Tu sais, les gens, ils avaient pas YouTube. YouTube est lancé en 2006, je crois. Et donc, du coup, ou 2005. Bref, les gens n'étaient pas habitués à aller sur Internet et trouver. Il y avait pas Netflix avec tous les stand-uppers, il y avait pas qui étaient disponibles mondialement. Donc, du coup, ils ont été chercher des blagues d'autres gens. C'était pas accessible tant que ça. Et c'est tout. Ils ont juste volé des trucs. Ouais. C'est tout. Il n'y a pas d'autre histoire. Ils ont volé des blagues, ils ont fait de l'argent dessus, et c'est des connards. Ouais. Et puis, et je trouve ça. Après, il y a certaines vidéos où tu vois des gens. Après, il y a aussi un phénomène qui se passe beaucoup dans l'humour. C'est la même pensée. Et tout le monde. Tu sais, si tu vas faire des blagues sur des écureuils, tu vas forcément retomber sur les mêmes blagues qu'un autre humoriste parce que on pense tous plus ou moins pareil. Tu vois, on fait OK, ils sont comment? Ouais. Tu sais, genre, ils sont excités, ils sont tous ses nerfs. Tu vas arriver avec la V1, genre, qu'est-ce que tu remarques? Mais Après, il y en a qui sont comme ça. Tu vois le truc, tu fais, c'est la même idée, mais c'est pas. Il aurait. Peut-être qu'il a volé la blague, peut-être qu'il a pas volé la blague. Ouais. Mais à mon avis, ça se peut aussi. Tu vois, je me suis rendu compte que avec Roman Fressinet, on a une blague très similaire. En fait, on a le même, mais la punch et le contexte est complètement différent. C'est sur la prémisse, genre. Ouais, la prémisse, c'est que en Angleterre, on fait la queue pour prendre le bus, et en France, personne fait la queue pour prendre le bus. C'est le bordel total. Lui, il fait exactement la même chose, sauf que c'est Canada-France. Parce qu'au Canada, vous êtes comme nous en Angleterre, on respecte la file d'attente. Mais c'était pour le bus, spécifiquement, tu vois. On a eu le même truc. Moi, c'est par rapport à un autre truc. C'est par rapport à... avant ce sketch-là, je parle de l'accent écossais. Quand ils parlent anglais, que c'est hyper difficile, mais ils sont vénères. Ils sont énervés. L'accent écossais, c'est vraiment rough, man. Ouais. Et je dis... Et là, je fais la blague du boss pour set-up que le fait que j'aimerais bien embaucher l'Écossais pour venir en France pour organiser les queues, les files d'attente en creux, pour crier sur tout le monde. Parce qu'en Écosse, ils respectent la queue aussi. Et lui, sa blague, c'est le bus, c'est juste la politesse en général, les files d'attente de bus. Et je lui ai envoyé un texto parce que j'allais capter mon spectacle, et j'ai envoyé un message pour dire hey, je viens de me rendre compte, parce que je l'ai vu genre le jour même, que tu as une blague qui était enregistrée pour je sais pas quoi ici, enfin c'est sur YouTube en tout cas, sur les files d'attente pour le bus et tout ça, et c'est très similaire. Je voulais juste ton avis là-dessus parce que je vais capter mon spectacle là dans une semaine, et c'est une blague qui est dans mon truc. T'inquiète, il n'y a pas de problème, je joue pas dans mon spectacle, on a eu la même idée. Et ça arrive. C'est une observation. C'est une observation et ça arrive. C'est comme ça arrive tout le temps. Ouais. Mais il y a des affaires que tu sais, ça peut pas être une coïncidence. Non. Si c'est quasiment c'est la même prémisse, le même angle, le même punch, tu fais les mêmes mouvements. C'est comme... Fuck you. Ouais. C'est exactement ça. Tu fais ça, tu fais... Bah, dégage, en fait. Qu'est-ce que tu fous? T'es qui, toi? Enfin, pourquoi tu fais ça? Mais après, comment le système est fait en France, la difficulté, c'est que le public, ils sont pas au courant que l'humoriste, il fait une partie du boulot. C'est que c'est la face du truc. C'est comme le lead member of a band. Tu sais, c'est celui... C'est pas lui qui écrit le spectacle. Donc, en fait, en France, t'as des producteurs qui arrivent et qui te prennent, ils disent « Ah, je veux te produire en tant qu'humoriste. » Et quand t'es nouveau en humoriste, tu fais « Ouais, ok, produis-moi, fais-moi ça. » Et du coup, après, eux, ils font tout, en fait. Les grands... c'est genre t'es un humoriste, ça a changé depuis, mais je crois qu'à l'époque c'était genre je te prends et tu fais ce que je te dis de faire en fait. Donc tu vas faire les blagues que je vais te mettre un auteur, que moi c'est mon auteur qui va travailler avec toi, et toi en fait t'es juste la marionnette qui va jouer sur scène, et tout le reste c'est nous on paye la salle, on prend les risques, donc tu vas faire t'es notre employé, t'es une machine à cash dans le fond. C'est ça. Et donc c'est le producteur qui a dû mettre des auteurs avec ces humoristes là, et donc l'humoriste il fait juste ah ouais ça c'est une bonne blague machin. L'humoriste il va pas lui-même
il n'a pas le temps d'aller chercher sur Internet pour être sûr que ça, c'est une blague que Lenny Bruce a fait dans les années 60, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il peut pas. Donc il fait confiance, tu vois. Et Fait que lui, c'est ça, il est comme victime. c'est ça. Et en fait, le gros truc, c'est que ça s'est su dans le métier, en tout cas en France, que c'est des humoristes d'un producteur en particulier. Et que Tu Kaoun. Kader Aoun, ouais, c'était. Et donc, tu sais, le mec, moi je m'entends hyper bien avec lui. Ouais. Il m'a jamais. On s'entend bien. C'est un mec cool avec moi, mais beaucoup d'autres gens disent de très mauvaises choses sur lui. Ouais. Ben, Moi, Mike, j'ai jamais. Mike, il l'a barré du bordel. Bah, j'ai vu ça, j'ai vu l'argument qu'ils ont eu sur le bordel. Ouais. Et je trouve ça vraiment cool de la part de Mike de stand-up. Ok, fait Tu que vois? tu trouves que c'est une bonne affaire, toi? Bah, moi, je trouve, en fait, Pour le stand-up? je trouve ça bon pour le stand-up parce que, en fait, moi, ce que je raconte, c'est que du hearsay. C'est que ce que j'ai entendu d'autres gens parce que Ouais. j'ai jamais rencontré Mike Ward. Je vais le Ouais. rencontrer ce soir à Laval dans le show. Donc, Ok. ça, c'est cool. Kader, je l'ai rencontré plusieurs fois. Il a toujours été sympa avec moi, mais il m'a jamais dit quoi que ce soit. Il m'a jamais dit fais pas ça. Il m'a jamais. Tu sais, pour moi, c'est juste un autre mec normal, cool de la scène. Mais quand t'as autant, je crois que c'est un peu la même affaire que par exemple Louis C.K. Que lui, il s'est masturbé devant des femmes ou il a touché des femmes, peu importe ce qu'il a fait. Que les gens ils disent mais pourquoi personne dit rien sur lui, pourquoi c'était connu dans le métier que c'était un connard mais personne l'a dénoncé. Mais ouais, parce que si tu l'as pas vu physiquement se branler devant des femmes, c'est que quelqu'un qui t'a dit ça. Donc tu sais, c'est comme le truc C'est avec... pas si c'est vrai ou non. c'est comme ça. Tu veux pas faire son procès. C'est comme ça avec Kader. C'est juste des trucs que j'ai entendus d'autres gens. Ok. Mais si ces gens-là, ils ont vraiment un truc contre lui et que lui, il a fait des trucs, ok, fine, fais ce que tu as à faire. Parce que sinon, ça peut devenir un peu une mafia où c'est quelqu'un qui contrôle tout. Mais tu trouves-tu c'est de même en France que c'est un peu une mafia, tu sais? Bah, le truc, c'est que il y a un comedy club, c'est le Paname Ouais. à Paris, et qui est hyper cool. Vraiment, le club, il est super sympa. C'est là où j'ai fait mes débuts, c'est là où je continue parce que c'est le seul en fait qui existe. Mais de ce qu'on m'a dit, c'est que comme je suis sorti de la scène depuis 3 ans, que je fais ce spectacle-là, j'ai un peu arrêté de faire des scènes ouvertes et des trucs comme ça parce que j'ai pas les nouveaux trucs à tester Ouais. et ça prend beaucoup de temps faire un T'es en spectacle. tournée. Ouais, c'est ça. Donc, mais de ce qu'on m'a dit, c'est que tu sais, les gens qui se disent on devrait faire un Paname 2, tu sais, dans un autre endroit, on devrait faire un autre truc comme le Paname mais dans un autre bar. C'est de ce que j'ai entendu, c'est dur. C'est genre les gars du Paname. Ils se font tasser. Bah, c'est genre, ok, si tu veux faire ça, bah, tu reviens plus jamais ici. Genre, ok, ben. Tu sais, c'est comme si les gens de l'Abreuvoir, ils avaient pas le droit de jouer au bordel, qui c'est juste à côté. Ouais. Et des trucs comme ça, c'est pas bon pour l'humour. T'es avec nous, t'es contre nous autres. C'est pas bon pour l'humour. Et c'est pareil dans les producteurs. Il y a un grand producteur en France qui commence à racheter toutes les salles. Ah ouais. Et tu fais. Il va avoir le monopole. C'est ça en plus. Tu fais. Ouais, je comprends, parce que le stand-up pour toi, c'est ça, tu gagnes de l'argent. T'as un mec à payer, enfin 2. T'as le mec du son et de la lumière, et t'as le mec sur scène. C'est 2 mecs à payer. Et après, tu te fais un masse d'argent. Donc ouais, c'est profitable, c'est rentable. Donc tu vas acheter plein de théâtres. Donc je comprends le truc. Parce que si t'as l'argent, bah, tu peux continuer à en faire. Ouais. Mais après, si ça devient un monopole, c'est lui qui décide qui aime pas. Là. Et c'est pas, comment dire, sain. C'est pas healthy pour la scène. Non, vraiment. Et en plus, s'il y a le truc de vol de blague, c'est, tu sais. Ouais. Puis ça, l'affaire de vol de blague, parce que la réputation... Vous l'avez vécu comment ici? Comment ça s'est passé? Parce que moi, j'ai aucun... À part le truc de... À part Mike, qui est un peu le seul que j'ai vu, parce que je le suis sur Twitter et tout ça, qui s'en est pris un peu au truc, mais comment ça s'est... Il y a le monde... honnêtement, ils s'en foutent un peu, là, tu sais... ma tante, c'est plus à l'interne, tu sais, c'est sûr, entre humoristes. C'est ce que je veux dire, parce que le grand public, forcément, ils s'en foutent. Non. Tu sais, le grand public en ce moment, tu sais, Mike en a parlé, puis les médias. Tu sais, puis là, je parle pas avec quand il a banni Kader, là. Je parle de. Parce que nous autres, on en avait un qui c'était François Mascotte, il avait volé une coupe de blagues. C'est un Québécois? Ouais, c'est ça, c'est un Québécois bien connu au Québec. Puis il avait volé une coupe de blagues dans le temps.
Puis là, Mike, tu sais, avec son procès, il est en procès en ce moment, je sais pas si tu le savais. Là. Ouais, il est toujours en procès? Ouais, c'est toujours en toujours procès. Ben, il a été connu coupable, mais il va ramener en appel. Fait que c'est pas fini, cette histoire-là, puis ça risque pas de finir tout de suite. Là. Fait que, tu sais, il a été haï du grand public pendant bien longtemps. Mike? Ouais, Mike. Puis là, pendant qu'il est arrivé une affaire, puis là, Mike avait fait un statut comme quoi que François Mascotte avait volé des blagues, là, tu sais. Puis, en tout cas, là, le public avait fait comme « Ah, ben t'es qu'un truc de cul, toi, puis blablabla, tu sais, genre, puis... » Mais, par exemple, on va dire, à l'interne, ben, je pense que le monde était pas mal content de qu'est-ce que Mike avait fait. Puis, mais tu sais, on rit des Français, là, tu sais, genre... Mais en même temps, moi, je sais pas, je peux pas vraiment parler pour les autres. Je pourrais parler peut-être plus pour moi, là, tu sais. On va peut-être... Moi, je vais... Tu sais, je sais pas, il y a pas mal... Il n'y a pas grand stand-up français qui m'inspire ou qui... Tu sais, puis c'est rien contre toi, c'est rien contre la France. Je sais que j'ai écouté... m'amener style, ça me fait chier parce que je me souviens plus de son nom là. Mais Mike avait amené un Français à m'emmener sur un gala juste pour rire qui avait été vraiment drôle. Il m'avait Il est comment physiquement? Je pense qu'il est un peu petit, je pense qu'il a de l'air un peu arabe. Puis c'était du stand-up qu'il faisait. Mais ça fait un bout, je pense que c'était en genre peut-être en 2000. Ah non, je sais pas. C'est pendant son affaire de... Il sortait d'un gros vagin, en tout cas. c'est ça. Cet humoriste-là, là? Ouais. Ben, c'était durant un gala juste pour rire. Okay. Tu sais, c'était comme le concept qui sortait d'une grosse plotte, là. Puis moi, ça me faisait fucking rire, là. Je me souviens plus c'est qui, mais en tout cas, il était bien cool, là. Ouais. Je sais qu'il y a Farid qui me fait bien rire aussi. Farid me fait rire. Ou sinon un autre là, il est venu quand même ici, Jason Brooker. Ouais. Bah lui c'est l'auteur de Farid. Enfin le spectacle, en tout cas quand tu vois les affiches dans le métro du spectacle de Farid, c'est écrit par Farid, Jason et Kader Aoun. Ok. Ah, fait Chris sont ensemble eux autres? C'est-tu comme Bah, en fait, je sais pas exactement le truc. De ce que j'ai compris, Farid il est produit par une boîte de production qui s'appelle c'est Jean-Marc Dumontet, je crois, le producteur. La boîte de production, c'est Dumontet. Le metteur en scène, c'est Kader Aoun. En tout cas, pour le premier spectacle. Je sais pas si là, pour le deuxième, s'ils continuent à travailler ensemble. Et Kader, c'était son co-auteur aussi. Et Jason, il était dans la boucle. Je sais pas qui a écrit quoi, comment ça se passe, qu'est-ce qu'est la dynamique. Je les connais, on se croise souvent sur des scènes, mais on parle jamais plus que ça, tu vois. Mais tu sais, genre, maintenant, tu sais, les plus grands, tu sais, genre comme Gad Elmaleh, puis l'autre, Delouze, Jamel Debbouze. Ouais, ça, gars, j'ai de la misère à dire son nom. J'en ai absolument rien à chier. Genre, je les ai jamais vraiment écoutés. Puis ils font leur truc. Puis quand ils volaient des affaires, moi, je l'ai vu avec l'affaire Copy Comics. De Dave Chappelle. Ouais, tu sais, puis là, je fais calé, ça, c'est une gang de fuck all. Tu sais, genre, ça petite gang de fuck all. Tu sais, c'est ça fait chier. Moi, c'est un manque de respect au métier d'humoriste, tu sais. Mais moi, je me demandais, tu sais, est-ce que ça nuit, mettons, les humoristes, mettons, de votre nouvelle génération de je crois qu'on je sais pas, les Français, j'ai l'impression que les humoristes français, ils sont là, ça c'est pas bien, c'est nul et tout ça. Mais ça se fait plus, là, ça. Là. Non. Tu sais, la nouvelle génération... Non, la nouvelle, non, pas du tout. Mais tout ça, ça date de 2006. Quand tu vois les clips, c'est pas les 3 dernières années quand le stand-up a vraiment pris en France. Ouais. Et par prix, je veux dire qu'il y a une nouvelle génération. Une vague. Il y a une vague de gens normaux, jeunes, qui ont des trucs à raconter, qui sont très marrants. Les Farid, les Jason Brokers, les Adrien Arnoux, tous ces gens-là vraiment très talentueux. Moi, Roman, je ne l'ai pas nommé parce que je le considère quasiment plus québécois. Ouais. Mais tu sais, il est français, puis j'adore ce qu'il fait, Roman. Ouais. Moi, ce serait intéressant de parler avec lui pour revenir à un truc de l'école de l'humour, parce que lui, il a fait l'école de l'humour, je crois, non? Lui, il est pour parce qu'il a appris là, puis que ça l'a remis en question sur des affaires. Okay. De qu'est-ce que je me souviens qu'il me disait, là. Puis, parce qu'il arrivait beaucoup avec une mentalité de
moi, je connais tout, là, tu sais, Ouais. genre, puis à un moment donné, il s'est planté bien raide, puis c'est ça qui a fait comme, ah, tabarnak, le prochain vendredi, parce que c'est le même à l'école, c'est à chaque vendredi, t'as 5 minutes de nouveau, faut que t'écrives. Ouais. Fait que là, il avait comme travaillé en fou, là, tu sais. Puis c'est là que, mettons qu'il y a eu comme plus une révélation, je sais pas trop quoi. Ok. Fait qu'il y a quand même s'il me dit qu'il y a plusieurs points qu'il aimait pas, il a quand même tout gardé. Excuse. Tout ce qu'il aimait pas, il l'a mis de côté, puis s'est concentré juste sur le qu'est-ce que je peux apprendre, Ouais, qu'est-ce ouais. que je peux gagner là-dedans. Tu sais, tant qu'à avoir payé, là. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Ouais, c'est intéressant. Mais ouais, lui, ouais, tous les gens. Le problème en France qu'on a en réalité maintenant, c'est que tous les humoristes, les bons stand-uppers, C'est comme s'ils payent la conséquence d'eux autres. ouais, mais aussi c'est qu'on a tous, tu sais, entre 20 et 35 ans. Il n'y a pas beaucoup qui ont plus de 35 ans. Et le problème avec ça, c'est que le grand public français, ils s'en foutent d'un gars de 23 ans qui va parler de ce qu'on devrait faire dans la vie, être écolo, être vegan, ils s'en foutent. Il va faire ta gueule, qu'est-ce que tu connais? Ouais, parce que il y a plus de vieux que de jeunes dans les populations occidentales. C'est juste comme ça que ça se passe. C'est que c'est des populations aging, je sais pas comment on dit ça, où en fait ça tourne. Nous, on fait moins d'enfants. Ouais, tu sais, déjà à notre âge, Ouais. nos parents, ils avaient 4 enfants. Tu vois ce que je veux Nous dire? autres, on appelle ça l'époque des baby boomers. Là. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup plus de vieux que de jeunes. Et donc, du coup, qu'est-ce qui rend un truc grand public? C'est quand les vieux, je dis les vieux, c'est péjoratif, mais bon, les gens de 40 ans et plus, quand eux, ils disent « Ah ouais, là c'est bon », ça devient grand public. Et du coup, le C'est comme stand-up... ça a passé l'autre barrière. C'est ça. Ouais. Ici, vous avez des humoristes de hyper bonne qualité qui ont cet âge-là, qui ont des trucs à raconter. Tu vois, comme Bill Burr, Louis C.K., Dave Chappelle, tous ces gens-là, il n'y en a pas un qui a moins de 40 ans. Ils ont tous plus de 40 ans. Et tu les écoutes, tu fais « Ah ouais, lui, il connaît la vie ». Mais quand tu as un mec de 22 ans qui donne des leçons de vie, tu fais... Même moi, j'ai 32 ans. Quand il y a quelqu'un de 22 ans, je me souviens à 22 ans, j'étais un connard, ta gueule. Ouais. Qu'est-ce que tu J'étais connais sur rempli la... d'espoir. Puis Ouais. tu connais rien, toi. C'est ça. Et donc, je crois que ça va prendre... Franchement, ça va prendre 10 ans. Le temps que nous, on devienne tous 40 ans. Que Ouais. là, il va y avoir un truc Ils intéressant qui se Prennent passe. plus au sérieux. Dans genre. 10 ans... Et ce qui est cool, c'est que là, nous... On parle à notre public, à nous, à des gens de notre âge, tu vois, dans nos spectacles. Quand t'as des jeunes de entre 20 et 35 qui viennent au spectacle, eux, ils adorent. Et on est là, on rigole ensemble. Eux, ils pensent la même chose que nous, c'est bien. Eux, ils vont vieillir avec nous. Donc, on aura et les gens avec qui on a grandi, qui ont 40 ans et tout ça, et la plus jeune génération que maintenant, nous, on va avoir 40 ans, eux, ils vont avoir 20 ans. Ils vont vouloir écouter un mec de 40 ans qui raconte la vie parce qu'il a vécu la vie. Tu vois, comme nous, on écoute Bill Burr. T'as quel âge, toi? J'ai 28. Mais... 28, ouais. Donc, nous, on n'a aucun problème à écouter Bill Burr qui a 50 ans, qui raconte, ouais, pour réduire la population, on devrait faire ça, on devrait faire ça, on devrait faire ça, tu vois. Faudrait qu'on tue 80% de toutes vous autres, tabarnak. C'est ça. Mais si t'as un mec de 22 ans qui dit ça, tu fais, ouais, mais t'as pas assez vécu de la vie, tu vois. Ouais. Nous, on écoute les gens plus vieux que nous parce qu'il y a de la crédibilité. Ouais. Donc, je crois que ça va pas mal changer dans les prochaines années en France. En tout cas, j'espère. J'espère ça pour la France parce que j'y habite. Je sais pas si je vais y habiter toute ma vie. Je crois pas. Mais j'aime ça pour l'instant et j'ai fait une carrière là-bas. J'ai réussi à trouver un truc d'anglais qui parle français bien et qui se moque des Français un peu. J'ai trouvé ton créneau. J'ai trouvé mon créneau en France. Beaucoup plus vite que beaucoup de mes collègues qui ont commencé en même temps. On a tous commencé cette bande-là. On a tous commencé vers 2013, 2012, 2014. Et j'ai réussi à sortir du lot en grande partie parce que je suis anglais. Et j'ai un truc à raconter en plus que juste les trucs normaux. J'aimerais tellement pouvoir écrire des blagues sur des trucs de tous les jours, genre ouais, dans le supermarché, ça et ça. Mais j'arrive pas à les rendre marrants, donc je parle de ce que je sais, les langues, la différence de culture. Fait que t'es un peu pogné un peu là-dedans. Un peu, ouais. Donc la prochaine étape, c'est que... Mais là, en même temps, c'est sûr, si tu joues pas tant que ça, t'es plus genre en tournée, c'est difficile d'écrire puis de produire. Hein? C'est ça, ouais. Mais même si j'aurais toujours, peu importe où je suis, à part si je joue en Angleterre, je serais toujours l'étranger. Je suis toujours obligé de jouer un peu cette carte, en tout cas.
comme pour le moment. Ouais, comme les Arabes qui montent sur scène et puis qui font tu sais, des trucs d'Arabes, les gens qui viennent de banlieue, qui parlent de ça. J'ai de l'air du terrorisme. Ouais, le gars qui vient de Gatineau qui va faire des blagues là-dessus. Tu sais, tout le monde parle de leur différence parce que c'est ça en fait. Tu trouves ta différence et t'en ris. Ouais. Et moi, ma différence, c'est que je suis un étranger. Et quand je joue ici, bah, je monte pas sur scène tout de suite et je dis ouais, boum, les écureuils, blablabla, parce que les gens, ils ont besoin de savoir mon accent et. Ouais. C'est quoi mon délire en fait? C'est ça, la première. Donc ouais, voilà, j'essaye de. Pour mon deuxième spectacle, en tout cas, de faire un truc, pour moi, qui est plus intéressant et toucher un thème qui va plus. Qui est plus universel. Qui est plus universel et Ouais. c'est autour de la citoyenneté et puis Ouais. ce truc d'immigrants et tout ça, dans le sens où moi j'ai de la double nationalité irlandaise-britannique. Ah, et toi, là, t'as grandi tout partout, toi. C'est ça. Mais toi, t'es irlandais à la base. Bah, T'es né en Irlande. Non. Non? Le seul truc irlandais, c'est ma mère. Donc, Ah, ok. j'ai un passeport irlandais grâce à elle, Ok. mais j'ai l'autre passeport qui est britannique. Mais Ouais. j'ai vécu beaucoup plus de temps en France. J'ai jamais vécu en Irlande. J'ai été 4 fois en vacances. Je connais rien. Mais, Ok, fait que t'es pas né en Irlande. Non. là, toi. Ok. mais j'ai la nationalité irlandaise. Et Ok. j'ai envie de parler de ce truc-là, Ouais. de qu'est-ce que c'est d'être citoyen d'un pays. Parce que là, tu sais, les gens qui disent ouais, les immigrants, ils viennent chez nous, ils Ouais. prennent notre travail, machin. Mais toi, t'es qui en fait? Ouais. En fait, toi, t'as eu la chance que le vagin de ta mère, elle a ouvert sur ce sol-là. Là. Ouais. Donc, Terrible. ce ouais. pays t'appartient parce que tu as eu cette chance-là, parce que ta mère, elle était là sur ce bout de terre. Tu sais, ça me fait penser à beaucoup de choses. C'est comme quand la France a gagné la Coupe du Monde, il y avait toute la polémique où les gens ils ont fait des blagues genre ouais, l'Afrique a finalement gagné la Coupe du Monde parce que la moitié de l'équipe avait des origines africaines, tous nés en France d'ailleurs. Ouais. Mais et c'est ça qui était intéressant, c'est que les gens ils disent ouais, l'Afrique a gagné la Coupe du Monde. La France, c'était l'équipe où il y avait plus de gens dedans qui étaient nés en France. Même s'ils avaient des origines africaines, ils étaient tous nés en France. Même l'équipe de l'Angleterre, l'équipe de l'Espagne, de toutes les autres équipes, ils avaient des gens nés dans plein d'autres pays, mais qui sont naturalisés anglais. Et donc, ça avait fait une grosse polémique. Et je trouve ça, surtout de nos jours, un thème assez intéressant à trouver. Ben, l'immigration, là, sacrément. T'sais, là, ici, depuis surtout que là, la CAQ, elle a été élue, là, tu sais. Ouais. Fait que t'as sûrement dû en entendre parler, là. Fait que là, tu sais, ça revenu. Je suis arrivé le lendemain de l'élection. Ah, le 2? Okay. Ouais, je suis arrivé le 2, ouais. OK. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, c'est revenu sur les tablettes, ça, ce petit sujet-là. Ouais. Et puis en France, ça c'est... avec les attaques terroristes, c'est pour ça que l'extrême droite... Marine Le Pen. Marine Le Pen, ouais. Marine Le Pen. Ouais, ce serait cool si elle s'appelait Marilyn Le Pen. C'était Marilyn Manson, Marilyn Le Pen. Il est pas tant loin, d'accord. Mais ça arrive partout. L'Angleterre, le Brexit, le fait qu'on décide de quitter l'Europe politiquement, c'est un peu à cause des immigrants, parce que les gens ils ont peur que voilà, les gens ils viennent, ils prennent notre boulot. À chaque fois qu'il y a un nouveau pays qui se rejoint à l'Union européenne, il y a une immigration énorme en Angleterre parce que c'est le pays entre guillemets le plus riche enfin c'est pas forcément le pays le plus riche, mais c'est le pays où tu as plus d'opportunités de boulot parce que tu parles anglais. Ouais. Tu peux aller en Allemagne, mais il faut apprendre l'allemand. Mais quasiment tout le monde dans les pays de l'Est qui se rejoignent à l'Union européenne. Donc du coup, les Anglais, ils ont fait non, il y a trop de vagues d'immigration et tout. Ouais. Je sais pas. Moi, il faut que je trouve des blagues là-dessus, mais c'est ça que j'ai envie de parler. J'ai envie de parler de ce côté où j'ai deux nationalités. J'habite dans un pays, j'ai pas la nationalité, mais j'ai vécu la moitié de ma vie dans ce pays-là. Ouais. En France, si je combine toutes les donc c'est. Mais c'est un beau défi. Ouais. C'est un beau défi. C'est ça. Mais au lieu de parler des blagues de ici vous utilisez un mot et là-bas on utilise un autre mot. c'est un peu ce que je fais pour me dénigrer au fond, si tu veux. Et je dis pas que ça fait pas rire parce que les gens ils rigolent, mais le fond de mon truc c'est ici vous dites un mot différent. C'est marrant, hein. Tu vois. Donc j'ai envie, juste pour ma sanité, de passer à autre chose et essayer de faire rire sur d'autres choses qui est peut-être plus sérieux, mais je sais pas. Qui est plus proche de toi, dans le fond. Ouais, c'est ça, c'est ma vie. Ouais, là, ma vie, je suis un peu dans les deux pays, Angleterre, France, donc forcément, je compare les deux langues, je compare les deux cultures, je viens ici au Québec, je compare un peu tout ça. Ouais. Mais le profond de tout ça, c'est on vient de différents pays, on a des nationalités différentes. Et pourquoi, en fait? Ouais.
c'est quoi ce côté, cette nationalité, parce que dans le fond, on est tout humain. Ouais. Parce qu'à un moment donné, je crois qu'on sera pas là, mais à un moment donné, il va falloir avoir une nationalité humaine, dans le sens où on va avoir les langue, extraterrestres, ou quand ils vont arriver et tout ça, je sais pas, quand tout ça, et quand on commence à partir dans d'autres planètes, c'est genre, t'es français ou t'es québécois? Non, t'es humain, toi? T'es terrien. Tu viens de la Terre. Ok, cool. Ah, cool, high five, t'es rien. Peu importe la couleur, peu importe les religions, tout ça, ça va disparaître. Donc, autant que ça disparaisse maintenant. Je pense que t'as une bonne angle. T'as un bon angle de number. Hey, mais pour vrai, thank you, Paul Taylor. Dude, c'était un absolute pleasure. Ah ouais. Merci moi de m'avoir aussi, invité. Je suis vraiment content, man. C'était vraiment, vraiment cool. J'espère que... C'était très intéressant, puis j'ai trippé au bout. J'ai trippé au bout. Ouais. Bah, moi aussi, c'était très très cool. Merci pour les bières, merci pour la conversation. Je trouve ça... J'ai appris beaucoup... Enfin, c'est cool de parler... d'humour et de la scène ici comparé à parce que c'est une chose de venir jouer, mais aussi de comprendre le pourquoi et le comment. Je trouve ça cool. La culture en arrière de ça. Et j'ai hâte de revenir jouer plus souvent ici, parce que c'est vraiment vous avez la culture de stand-up ici, dans les bars, dans les trucs. En France, c'est que des théâtres, vraiment. Donc il y a pas, les gens ils boivent pas en même temps, donc c'est et pour moi c'est bon quand t'as un théâtre de 1500 places, c'est normal que ça soit pas genre proche, mais il y a tellement de théâtres de 30 places, de 40 places, de 60 places à Paris, que tu joues dans ces trucs-là et c'est froid comme atmosphère, il y a pas de, comme ambiance, je veux dire, il y a pas de bar, il y a pas d'alcool, il y a pas cette proximité-là, donc j'ai hâte de revenir et ben, tu reviendras sur le podcast, man. Ça me fait plaisir de voir ce que j'ai appris la prochaine fois. Je voulais juste qu'on plug, parce qu'on en a pas eu parlé finalement, mais ça, tu vas avoir une documentaire série Stéréotrip. Ouais. Ça va être ça. Ouais, ça va sortir dans pas trop long. Ouais, c'est déjà sorti. Le premier épisode est déjà sorti, donc c'est une celle de l'Italie, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une série documentaire qui dure 45 minutes où je pars en Europe et je regarde les différents stéréotypes des pays. Et on parle à des historiens, des sociologues, des gens normaux pour un peu apprendre plus sur les stéréotypes, s'ils sont vrais, s'ils sont pas vrais, s'ils sont vrais, pourquoi ils sont vrais, s'ils sont pas vrais, pourquoi on pense que c'est vrai. Tout ce truc-là. Ah, Chris, c'est intéressant. Ça. Ouais, donc on fait 6 pays. Ouais. L'Italie, la Suisse, la Suède, l'Angleterre, l'Allemagne, puis la France. Non, pas la France. C'est quoi Il en manque un. L'Espagne. T'as dit l'Espagne? L'Espagne, c'est ça, Chris. Ouais, j'ai quasiment eu. La semaine prochaine, on va en Espagne la semaine prochaine pour tourner l'épisode. Donc ils sont à la télé française sur Canal+, donc c'est 45 minutes. Donc là, pour le coup, c'est pas tout rediffusé sur Internet, malheureusement. Ouais. Mais on a le droit de diffuser genre 10 minutes de chaque épisode sur la chaîne YouTube qu'on a parlé tout à l'heure, la chaîne Paul Taylor. Paul Taylor. Donc le premier, l'Italie, la première partie est disponible. Ouais, c'est cool. Je vais le mettre, je vais le plugger dans le podcast, quand on va le passer. Thanks, man. Hey, gros merci encore pour vrai. Allez checker ça, tout le monde. Il est crissement cool. Puis, non, j'ai vraiment eu du fun. C'était vraiment le fun. Si jamais tu passes à Paris, tu me dis. Et puis moi, je dis ça à tous les Québécois que je rencontre. Venez à Paris, jouez au moins juste pour voir ce que ça donne. Ouais. Moi, je suis sûr qu'ils ne comprendront pas. Là. Si. Je crois que mais faut ralentir un petit peu et puis pas trop aller dans les expressions, mais ça fonctionne. Ouais. Christine Morancier, elle est passée et comme elle a fun au bout. Elle a tout défoncé. Hey, fait que merci tout le monde d'avoir été là. Passez une excellente semaine. Encore une fois, gros merci à Paul Taylor. Puis ben c'est ça. À la prochaine fois. Là. Ciao. Cheers. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast avec Jeremy Alain. Yeah. Poum, 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 poum.